Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, bonus numéro 2. On est en direct du Mondial des jeux Loto-Québec. Ben oui, exactement. On est là pour rencontrer des auteurs, voir qu'est-ce qui se passe au Mondial là, aujourd'hui, là, Simon. Ben ouais, exactement. Puis déjà, on a eu la chance de se promener un tout petit peu. J'ai pas vu encore tout ce qu'il y a. Il y a quand même pas mal d'affaires, là. Ben oui, exact. C'est superbe là, comme place parce que c'est vraiment sur l'esplanade de la Place des Arts. Donc l'année passée, c'était vraiment dans la rue et tout. Là, on sent vraiment que c'est comme un petit village. On s'était fait dire ça, mais là, on le sent. Là. Ouais, puis c'est comme un peu reclus, tu sais, sans que ce soit nécessairement caché, mais t'as comme vraiment une section dédiée à ça. C'est superbe, il y a une petite scène, il y a des tentes, il y a vraiment tout. Il y a l'air d'avoir plein d'activités intéressantes. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, dans quelques minutes commence le Meat Grinder de la gang de It's Game, donc on a bien hâte de voir ça. Oui, absolument, c'est sûr qu'on va être présent. On va essayer de se promener le plus possible, d'interviewer des gens au hasard, des gens de l'industrie, des gens qui visitent. On sait pas exactement encore vers quoi on s'enligne. Là, on fait l'intro dans un coin un peu caché, mais on va essayer de vous faire comme une espèce de reportage de ça et de rencontrer le plus de gens possible. Ben oui, exactement. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler d'ailleurs. C'est ça, exactement. On n'a aucune idée. Sinon, par contre, on a quand même deux choses de prévues. Oui. Deux. On a deux entrevues, en fait, de prévues avec des auteurs québécois. Oui, exactement. Première entrevue avec Marc Rodrigue, qui sort un jeu qui s'appelle... Tomahawk and Bayonet. Oui, exactement, merci. Et deuxième va être avec Stéphane Vachon, avec la nouvelle compagnie Picto Édition et leur jeu Archi Pirata. Ouais, magnifique. Et on va sûrement peut-être parler un petit peu de Planétarium, je sais pas, non, peut-être. Ouais, c'est un jeu que toi, t'as suivi un peu le développement de ce jeu-là, donc ça pourrait être intéressant. Oui, ben Planétarium a gagné le concours du Plateau d'or il y a quelques années. C'est vu édité chez Game Salute là, par la suite, donc ça a un peu lancé Stéphane là, plus spécifiquement dans le jeu de société. Il continue à créer des jeux, décidé de se lancer là, avec une compagnie d'édition avec Julien Havy, qui est l'auteur là, de Archi Pirata. Donc on va pouvoir poser quelques questions tantôt. Magnifique. Ben en fait, c'est que le début de cet épisode. Le mondial des jeux ne sera pas terminé quand cet épisode-là va sortir. En fait, ça se termine le 29 juillet. Donc, il va y avoir des activités sur l'esplanade jusqu'au 29 juillet. Je pense que ça commence à 4 heures de l'après-midi. Ça finit presque à minuit le soir. Presque toutes des activités gratuites. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Et je vous dirais, c'est très bien organisé. C'est super beau. Mais c'est le moment aussi d'y aller parce que c'est un festival, ça fait 5 ans que ça existe, là, ils ont fait les choses en grand. Donc, allez au moins passer, allez voir c'est quoi, il y a plein d'activités à faire. Avant de terminer, on va finir avec le message d'un de nos sponsors non officiels, la récréation Café ludique et culturel. En fait, Café culturel et ludique pour être plus exact. Eux, ils organisent un concours dans le cadre du mondial des jeux de l'Auto-Québec. Photographiez-vous avec le Meeple Voyageur. Alors ça, c'est un genre de Meeple géant. Vous photographiez, vous mettez ça sur Facebook ou sur Instagram, vous taguez la récréation Montréal là-dedans. Et ben c'est ça, magnifique. Donc, vous allez pouvoir participer. N'oubliez pas d'ajouter le mot-clé hashtag Meeple Voyageur. Oh, bonjour tout le monde! Nous sommes en direct du Mondial des jeux Loto-Québec et nous sommes donc avec Chloé qui travaille chez Escapaz et qui nous disait justement qu'il allait avoir une troisième salle demain, une toute nouvelle salle. Alors, c'est quoi un peu le concept? C'est une histoire de barbier, Sweeney Todd, et de voyage dans le temps. Ouh, intéressant, un peu steampunk là, comme inspiration. Tout à fait. Oh, magnifique. Alors, ben, allez, rendez-vous chez Escapaz. Alors, eux, ils sont situés sur Saint-Laurent. Je continue de le dire, on l'a dit plusieurs fois, je veux pas trop trasher les autres escape rooms, mais selon moi, c'est le meilleur que j'ai fait à Montréal. Si vous en avez un meilleur, n'hésitez pas à nous écrire là, afin qu'on puisse faire le défi des escape rooms. Donc, Chloé, là, on est au Mondial du jeu. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, là? Je suis venue me balader, essayer les jeux en libre service, puis surtout, je suis allée voir au stand Luma, il y avait comme un challenge escape room en boîte. Qui est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. Oh, les escape rooms en boîte, Jeff, on voit ça de plus en plus maintenant. Hein? Oui, en effet, de plus en plus. Ben, en boîte, on parle souvent de jeux de société, édités par des éditeurs et tout, mais il y a de plus en plus de projets peut-être un peu plus, disons, underground, de jeux
où on va recevoir un jeu par la poste et ensuite on va le renvoyer à quelqu'un d'autre. Donc il y a de plus en plus de ce genre d'initiatives. C'est tout le temps le fun d'essayer des nouveaux concepts aussi. J'avais pas compris en boîte qu'est-ce que ça voulait dire. Moi, je pensais que c'était des mobiles, des escape rooms mobiles. Parce que si je me trompe pas, Escapaz a fait ça par le passé, non? Des escape rooms comme qui se déplacent dans un événement spécifique. Oui, tout à fait. Il y a eu des scénarios comme ça au Mondial du jeu. Mais là, c'est un petit peu différent. C'est fabriqué dans une bibliothèque Ikea. Il y a comme 4 tiroirs qui peuvent s'ouvrir. On peut débarrer tout seul en résolvant des petites énigmes. Et c'est vraiment autonome. Mais ça, c'est un vrai jeu ou... A priori, ça a été fabriqué par une compagnie allemande. OK. Bon, il y a vraiment, c'est vraiment une tendance forte, on le sait, là, les escape rooms, c'est de plus en plus populaire, ça pousse comme des petits... en fait, comme les boutiques de vapotage poussaient il y a 3 ans à Montréal, il y en a partout. Tu penses que ça va avoir le même effet que les boutiques de vapotage, c'est-à-dire qu'il y en a trop puis à un certain point tout ferme? Non, mais tu sais, les boutiques de vapotage, on rentre pas là-dedans, ils ont fermé à cause des lois, hein, tu sais. Mais moi, je pensais que tu allais dire ça va améliorer la santé des gens. Pourquoi? Ben, tu sais, les gens vont faire un escape room, ils font un peu de sport, ils suent un peu, tu sais, ils réfléchissent. Du sport intellectuel, effectivement, ça c'est bien dit. Ben, merci beaucoup encore, Chloé, là. On a improvisé ça. Ça se peut que ça soit pas dedans, ça se peut que ça soit dedans. On sait pas trop encore. Ça va dépendre du son. Je sais que la musique est assez forte derrière. Donc, ben, merci. Bonne chance dans la suite de vos projets. Parfait, vous aussi. OK, bye. Continuez à jouer. Donc, je suis en compagnie de Pierre-Louis, le GM le plus connu du Québec, un homme absolument extraordinaire. Et là, on parlait justement, tu étais là, tout bien peinard, sur le bord de l'eau, et tu te prépares pour ce que les initiés appellent le Meat Grinder. Oui, alors le concept ce soir qu'on a lancé un peu en fou, c'était que je voulais tuer beaucoup de gens. En fait, ça fait longtemps qu'on en parle, là, tu sais. Ouais, j'ai vu Chris Perkins faire ça pour le lancement de Tomb of Annihilation, The Wizard of the Coast. C'était une aventure qu'il avait lancée l'an dernier. Puis il avait fait ça, il avait invité plein de gens qui ont des podcasts. Puis en 1 heure, il avait essayé d'en tuer le plus possible. Donc c'était une aventure extrêmement difficile et les personnages étaient confrontés à des monstres beaucoup trop forts. Et les jets de sauvegarde contre la mort étaient plus difficiles. Donc le but, c'est de confronter les personnages à des situations qui sont juste pas possibles, qu'on n'aurait pas dans des parties maison, parce que ça serait frustrant, mais là, c'est un peu ça le concept. Là, c'est un délire de GM, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, en plus, c'est ça, justement, un gentil maître qui veut épargner ses joueurs puis leur permettre d'avoir du fun. C'était un peu comme une espèce de tu sais, c'était un contre-instinctif un peu, mais je me disais, hey man, je vais le faire, je vais essayer d'en tuer le plus possible. Mais ouais, je pense que ça va être le fun. Mais je pense que ça, c'était comme un désir qui grandissait en toi, tu sais, lentement, puis ça fomentait. Et tu sais, des fois, c'est mieux de tuer des joueurs fictifs que des vrais humains. Hein? Donc, le cerveau, des fois, trouve des façons de se préserver, comme on dit. Ouais, ben je suis assez d'accord avec toi. C'est beaucoup plus socialement acceptable. C'est ça qui est cool, parce que dans Donjons & Dragons, c'est 5e édition en plus. Ceux qui ont joué un peu à cette version-là du jeu ont parfois l'impression, en tout cas, moi, j'ai cette impression-là que c'est une édition qui favorise la survie des joueurs. C'est tough de tuer des joueurs dans 5e édition, parce que c'est presque impossible de mourir d'un coup. Ah ouais, il y a plein de mécaniques pour que là, t'es blessé, là, t'es sans connaissance. Là, exact, t'as toujours une chance de t'en sortir. Donc, c'était un peu le défi de faire, OK, comment est-ce qu'on peut tweaker ça pour que ce soit, au contraire, même facile d'en mourir? Parce que moi, c'est ce que je trouve le fun dans le jeu de rôle, c'est que une seule mauvaise décision peut coûter la vie de ton personnage. Comme dans la vraie vie, dans le fond, là, tu sais. Ouais, mais les enjeux sont plus grands. On dirait que la tension autour de la table est plus réelle. Fait que, moi, c'est pour ça que j'aime Pathfinder, tu sais. Fait que je vais essayer de donner un petit côté Pathfinder à la 5e édition ce soir. Et c'est quoi ton objectif, Count Kill, là? Ouf, ben là, c'est ça, je suis curieux de voir combien de gens vont se porter volontaires, mais j'aimerais ça au moins en faire 10. OK, au moins 10, mais est-ce que les gens se pointent avec leur perso, là, que ça fait comme 4 ans qu'ils jouent, puis là, tu vas les tuer, tu vas déchirer la feuille devant eux, puis... J'ai un peu lancé l'avertissement en disant, amenez pas votre personnage préféré, sachez que c'est ça le concept, soyez pas vexés ou insultés si votre personnage meurt
dans les 5 premières minutes dévoré par un géant. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc, c'est sûr que c'est toujours délicat, tu sais, tu prends du temps à préparer un personnage, mais j'ai aussi toute une pile de personnages pré-générés, donc des personnages un peu sans nom, sans personnalité, que s'il y a quelqu'un qui se pointe, qui veut embarquer, ben il va avoir sa feuille de personnage toute prête. Donc, ouais, c'est ça, j'espère que personne va sortir de là blessé ou brimé ou fâché. Ben ouais, non, mais alors, je pense que les gens sont là pour le plaisir, là, ça on s'entend, là, c'est quand même assez simple. Mais je me demandais, mettons, dans l'univers là, de Dungeons and Dragons, dans les roleplays en général, là, mettons, il y a un joueur qui se pointe avec son personnage qui existe déjà, et tu déchires sa feuille parce qu'il meurt. Là, est-ce que, comme lui, s'il a fait une photocopie, il va reprendre ça de chez lui puis il va continuer son personnage, ou il va être comme non, il est mort lui puis c'est terminé? Ça dépend vraiment des joueurs. Il y a des joueurs pour qui c'est extrêmement difficile le deuil d'un personnage, même presque impossible à faire. Donc ça, c'est le classique de Donjons Dragons. C'est un barbare qui s'appelle Gorg. Et il meurt, là, ben, c'est son frère qui va prendre sa place. C'est un barbare, même niveau, il va s'appeler Garg. C'est un peu classique. Il y a des gens qui ont de la misère à laisser aller. Puis il y en a d'autres qui vont tout faire pour... Tu sais, justement, il y a toutes ces portes-là dans Donjons Dragons, il y a de la magie, donc ressusciter, ouais. OK. Fait que, ben, puis ça, je comprends ça. Moi, comme maître, je respecte beaucoup ça, parce que je voudrais pas forcer un joueur à faire « non, il est mort », puis déchirer la feuille dans sa face, parce que tu veux que les gens reviennent à ta table, tu veux que les gens viennent parce qu'ils ont du plaisir. Fait que tu sais qu'il y a certains joueurs qui ils désirent ça, ils désirent un défi, un challenge, puis ah ouais, shoot-moi ce que t'as de pire, puis je vais te trouver une solution à ça. Puis qui sont bons joueurs, qui vont accepter si leur personnage meurt. Il peut y avoir quelque chose de beau aussi là-dedans. Un personnage qui meurt dans un moment donné, soit en sacrifiant, ou soit parce que... Ouais, ça crée une histoire, là, ça crée quelque chose qui va rester dans le temps. Là. Oui, puis c'est le moment dont on se souvient, là, quand tout le monde est mort. T'sais. Il était 5, il y en a 4 qui sont morts. À la fin, il restait le barde. Puis le barde, il a pris une baguette, il a fait un jet de Huge Magic Device, puis il a tué le dragon parce qu'il a pogné un critique. C'est ces moments-là dont on va se souvenir, pas les moments où est-ce que... Tu t'es ressuscité parce que t'étais triste que ton personnage soit mort. Exact, tu sais. Fait que moi, je trouve que la mort, c'est important. Faut pas passer à côté. Non, mais c'est un peu un incontournable. Là. Ouais, tu sais, puis c'est ça qui donne un plaisir au jeu, puis qui fait que... Un risque. Oui, le risque, la possibilité, le réel danger, le sens du danger, puis si la mort est pas là dans ton jeu de rôle, il faut qu'il s'assoie ailleurs, faut qu'il y ait toujours la possibilité de perdre ce qui est acquis ou de perdre ce qui est cher à ton personnage. Il faut qu'il y ait des risques, il faut qu'il y ait des enjeux. Puis je pense que la mort, c'est un des enjeux les plus classiques. Ouais, non, c'est clair, puis c'est bien, ça rajoute une belle profondeur. J'avais entendu d'ailleurs une phrase qu'un GM que j'aime bien avait dit. Il avait dit les personnages, c'est des munitions, c'est pas un investissement. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Je peux te laisser un peu y réfléchir, mais ça vient un peu dans cette idée-là, tu sais. Ouais. C'est assez juste, je pense, parce que tu sais, des fois, c'est ça, on build tellement le fait que le personnage est comme le héros de l'histoire, puis tu sais, on joue à un jeu de rôle aussi pour se sentir invincible, fort, puissant. Fait que c'est tough de les voir périr, de les voir vulnérables, tu sais. Des fois, tu peux te ramasser dans des situations où t'es vraiment vulnérable. Mais moi, je trouve ça intéressant, tu sais. Nous autres, on est tous du background de théâtre, de cinéma, d'impro. Fait que moi, je trouve que c'est là que c'est le plus beau, puis que le jeu de rôle frôle l'art, tu sais. C'est ces moments-là où t'écris une histoire, puis où ton personnage a des nuances. Il est pas juste comme un personnage incroyablement fort qui réussit tout ce qu'il entreprend. Quand les échecs définissent aussi beaucoup un personnage, puis ça nourrit une histoire, puis on s'attache à ces personnages-là dans leurs échecs aussi parce que, Chris, on en a des échecs dans la vie, tu sais. Fait que c'est le fun de voir comme, hey man, on a perdu cette bataille-là, tu sais. Puis qu'est-ce que ça fait à tous ces personnages-là qui sont des héros, ils sont niveau 15, ils sont pas supposés de rater, là. Non, c'est ça, puis... Fait que, ouais, non, moi, je trouve ça intéressant d'explorer l'échec dans les jeux. Mais là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. T'sais, en fait, avec JF, on voulait beaucoup t'inviter à venir dans la saison 3, nous parler de jeux de rôle et approfondir ça. Et dans le fond, pour les gens, ben, si ça t'intéresse, ça aurait été un avant-goût de qu'est-ce qu'on va pouvoir approfondir au cours de cette conversation-là. Moi, je m'intéresse beaucoup aussi un peu à la catharsis par le jeu de rôle et comment est-ce que ça peut... Là, j'ai comme pas le bon terme, mais tu sais, booster ton momentum de vie, tu sais. Ouais. Comme comment est-ce que ça peut t'influencer dans des décisions puis dans des choix? Ouais, ben, c'est vrai, puis, tu sais, moi, ça m'a tellement apporté les jeux de rôle, parce que ça m'a... Tu sais, j'ai découvert ça quand j'étais adolescent, puis que j'étais extrêmement timide, puis je manquais de confiance en moi un peu, puis
c'est ça qui m'a amené à faire de l'impro. J'aurais jamais fait de l'impro, puis par la suite, j'aurais jamais fait de théâtre si c'était pas des jeux de rôle. Puis c'est juste que ça te pousse à prendre des décisions, à te questionner sur plein de choses. C'est quand t'as un bon DM, une bonne histoire, le bien, le mal, les responsabilités, le fait d'être un héros, qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit d'équipe, j'imagine, à un certain point aussi. Le team building, tu sais, les gens avec qui j'ai joué à Donjon longtemps sont tous restés des amis super proches. Tu sais, j'ai des amis... Ça l'a façonné, là. Ouais, pour vrai, puis tu sais, des fois, c'est juste parce que c'est régulier, tu te vois chaque semaine, chaque mois, tu sais, c'est une occasion de rencontre, puis les jeux de société, c'est ça aussi, tu sais, c'est une occasion de se retrouver ensemble, puis d'affronter des défis, de se casser la tête, de penser autrement, tu sais, c'est un peu méditatif aussi, des fois, de juste sortir de soi, ça fait du bien, fait que, ouais, moi, je trouve que ça peut vraiment apporter quelque chose, le jeu de rôle, à n'importe qui, je suis convaincu, n'importe qui. Ah, ben c'est vraiment cool, en fait. Justement, JF se joint à nous à l'instant même. C'était comme la fin. Je sais pas si t'as une petite question pour finaliser ça. Commence quand, là, le meat grinder, là? On a hâte, là! Certains, ça commence à 19h à soir, fait que ça vous tente de pogner des pre-gen, puis de vous pitcher dans l'action à la fin de tout ça. Là. Gênez-vous pas, les gars, vous allez être les bienvenus. Ah ouais, magnifique. C'est clair qu'on va se pointer. Oh oui, on va être là. JF qui a même amené son perso de sa campagne, qui est prêt à sacrifier, là, pis à mettre au défi. Ben oui. J'imagine qu'il faut que je dise que mon perso est mort à mon team après, là. Je pense qu'il déchire ta feuille, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est correct, il est rendu là, mon perso. Ah ben, c'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pendant que tu méditais avant le meat grinder près de la fontaine, assis en indien sur le bord de l'eau. C'était vraiment zen et tout, là. C'est un plaisir. Et le farfadet du jeu, acteur international, se pointe directement avec nous, monsieur Raphaël Lacaille. Es-tu game? T'enregistres pour vrai, là? Toujours sans montage. Fait que là, tu vas-tu couper des affaires dans notre conversation? Ben là, avec toi, il y a des chances qu'on doit censurer, mais c'est la seule personne avec qui on censure. Ben, c'est ça, je peux comprendre. Je me censure à longueur de journée. Dis-nous donc quelque chose qu'on pourrait censurer, là. Ouais, ben en fait, ma soeur, elle te fait dire bonjour. Hello? Ah. Parfait, c'est un retour. Cool, ben Raphaël, on va te laisser te préparer parce que là, je pense que t'as un tapis rouge bientôt. Ouais, j'ai un tapis rouge. C'est le fameux grand festival du Meat Grinder de Pierre-Louis Renaud ce soir. Ouais, exact. Fait que j'ai entendu dire qu'il allait avoir pas mal de... Mort. Des chicks. Des chicks mortes. C'est pas moi qui toi, là. Ben, c'est bien bizarre. C'est bien bizarre ce que tu me fais dire. Ma soeur te fait dire bonjour, c'est une chicks morte, tu fais Wow, qu'est-ce qui se passe là? On pourra même pas couper ça en plus. Donc, ben, bonne chance, puis on se reparle bientôt de toute façon. J'ai déjà hâte. Est-ce que c'est de l'information confidentielle ou. Ouais, mais on peut peut-être parler un petit peu de Cockblock quand même. Cockblock, ça. Ouais, moi je suis toujours parti en fait. On enregistre tout, on fait aucun montage. On est avec les gens de Cockblock. Ils viennent juste d'être présentés. Donc, Jeff, si tu peux nous les introduire. Oui! Alors, Thierry Demers, qui représente la compagnie Kevin's Got a Gun, et ils ont sorti leur premier jeu Cockblock. Qui va être... Salut! Ben ouais, Cockblock, ça c'est pas pour les enfants, j'imagine. Non, ça dépend. Ok, ça dépend, ok. Ça dépend du genre d'enfant. Ben oui, il y en a de tout type, hein. Non, on a mis le jeu à 13 ans et plus à cause du nom, mais franchement, on a gardé les blagues. Ça va. Familial. L'adulte comprend autre chose. Ouais, c'est ça, ok, un double jeu là, sur les mots. Là. Ouais, voilà. Mais c'est quand même un jeu qui se passe dans un bar, fait que si on veut relate avec les aventures, ben c'est plus drôle. C'est un public plus 18-25, c'est sûr. Mais il est bon pour tous. Et là, vous êtes au mondial en ce moment. Est-ce que. Il faut pas dire ça, hein? Oui. Ben non, mais là, on est au mondial. Là. Je dis pas que vous avez un boot pis tout, là, mais est-ce que vous en avez un? Est-ce que le jeu peut. Ok. Oui. Hey, là, on fait pas de montage en plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir du fun. Vous pouvez venir nous voir pour vrai. Cockblock, donc. En plus, que j'ai des chandails que je donne aux participants les plus aguerris, ceux qui réussissent à me battre. C'est-à-dire, ça va me coûter le chien de t-shirt. Bon, ben, t-shirt gratuit à vie à tous les itinérants, en fait, de Montréal. On sait qu'il y en a beaucoup dans notre Ils sont meilleurs qu'à moi en jeu de société. Donc, ouais, mais toi, t'es pas un pro des jeux de société? Non.
Mais t'es auteur. Oui. OK, ben c'est vraiment intéressant. Raconte-nous donc. Mais parce qu'on n'a pas besoin d'être bon. Je veux dire, Ah, on peut être d'être mauvais. un bon joueur. Non, absolument. Par exemple, Ça, c'est- les games que je joue contre Jean-François, ben ils les gagnent tous. Moi, j'en gagne aucune. Mais j'ai du plaisir pareil à le regarder me battre. C'est fun. L'important, c'est le social dans la société, non? Oui, absolument, absolument. Ben en fait, ça tombe bien parce que dans le cadre de notre visite au Mondial, on interviewe des auteurs de jeux. Et on leur pose quelques questions profondes sur des questions existentielles là, sur le design de jeu. Et en fait, ça, c'est Jeff qui s'occupe de poser ces questions-là. Donc, si tu peux choisir un numéro entre 1 et 7, et ça va déterminer au hasard la question qu'on va te poser. 1. Ouais, la 1, c'est que la 1 est un peu... tu sais, tu peux choisir un autre numéro? 7? C'est quoi qu'il y a entre 1 et 7? Ok, la 7, c'est bon, on va y aller avec la 7. Si t'avais à être un animal, ça serait lequel? Une perche chaude. Une perche chaude? Ouais, Un poisson? tu peux te dire pourquoi? Parce qu'elle est chaude? Wow! Magnifique! Donc, c'était Thierry de Coq-Bloc. Merci beaucoup et on se retrouve un peu plus tard. Stéphane qui vient de passer. Le ludologue en personne. Nous sommes maintenant dans la tente du Valais, le seul et unique. On ne joue pas avec le ludologue, leludologue.ca. Donc, c'est bien ça, .ca? Ça s'en vient, oui. Ouais, magnifique. Donc, le ludologue ici dans la tente du Valais, sous l'enseigne de la récré, avec une badge du Mondial des Jeux. Donc, tu peux nous parler un peu peut-être de qu'est-ce qui se passe ici? En fait, là, c'est la tente, comme tu l'as dit, du Valais. On est en collaboration, la récréation avec le Valais pour animer des jeux pendant toute la durée du festival. Donc, il y a des tables avec plein de jeux de société. Là. Pas plus compliqué que ça. Ouais, puis toi, tu t'amuses bien ici, ça fait quelques jours que tu es là déjà. Tu peux nous parler un peu de l'ambiance? Est-ce que ça marche? Il y a du monde qui vient, c'est intéressant, puis tout ça? Je pense que tu peux constater autour de toi que les gens ont du fun. Hein. Absolument, puis je dirais qu'il y a quand même pas mal de monde aussi. Là, tu sais, là, il est 6h15, un jeudi soir. Il y a étonnamment pas mal de monde. Puis si tu trouves qu'il y a pas mal de monde, hier, il paraît que c'était encore plus plein que ça ici. OK, Donc, très cool, très cool. Et tu dirais, c'est quoi un des highlights là, qui se passe en ce moment? Là? C'est quoi le jeu qui fait le buzz dans la tente du Valais? Oh, ça c'est une bonne question parce que les gens se pitchent à peu près sur n'importe quel jeu qu'ils voient parce qu'ils ont envie de jouer. Y a-tu un jeu qui est plus hot que les autres? Il y a peut-être le Speed Cup GR. Bon là, il est pas en train d'être joué donc c'est pas un bon exemple, là, mais le Speed Cup GR, le fait que ce soit des gros sauts, là, le monde aime bien ça. Là. Ah, ben ça, c'est vraiment cool. Puis, ben, toi, t'es ici toute la semaine, c'est ça? Ouais, sauf les fins de semaine. Ouais, parce que t'as des choses secrètes dans les fins de semaine. Effectivement, je m'en vais dans ma base secrète de ludologue puis je vais faire des plans secrets. Donc, c'est ça. Un moment donné, je ferai visiter. Là. Ah, ben, c'est magnifique. Jeff, peut-être une petite question pour le ludologue? Ben écoute, dans le fond, moi je vois en ce moment qu'il y a des tables et il y a des affiches sur ces tables. Donc, si je comprends bien, il y a des jeux fixes là, sur chaque table. Il y a quoi, une dizaine de jeux environ en présentation, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. En fait, l'équipe du Valais a sélectionné une liste de jeux fixes sur les tables. C'est beaucoup plus simple comme ça. On n'a pas à comme arranger les jeux puis en sortir des nouveaux quand le monde débarque. Donc les gens viennent, le jeu est installé sur la table puis on leur explique puis ils jouent puis c'est le fun. Dis-nous donc, c'est quel ton jeu préféré là-dedans? Dans la sélection, Ouais. attends, laisse-moi rechecker la sélection. Pas facile, hein? Il y a que des bons jeux. Le têteux. Je vois votre face, là. Le ludologue, yeah. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça paraît qu'il est en vacances. Il est là, en short, en chemise hawaïenne. On n'aura jamais vu le ludologue dans cet état. Avec le béret, j'étais même pas sûr que c'était lui, en fait. Le BS. Moi je dirais que ça c'est vraiment un coup de cœur personnel, mais il y a le Koulami qui est en jeu géant de l'autre côté. Un petit jeu de stratégie de Foxmine que j'aime beaucoup, qui est tout simple à expliquer, donc ça s'explique super facilement. Donc en tant qu'animateur, je suis bien content. Mais en termes de stratégie, c'est vraiment intéressant. C'est assez profond pour pouvoir accrocher le monde. Là. Cool, bon choix, c'est un bon choix. En effet, je l'avais jamais vu en géant. C'est un superbe jeu en bois, super simple au niveau du matériel, mais bonne profondeur stratégique en effet. Ouais. Magnifique. Donc, ben, merci beaucoup, monsieur le ludologue, pour cette petite interruption dans ton travail. En fait, on sait que tu es bien occupé. Là. D'ailleurs, il y a une file de gens derrière qui attendent pour se faire expliquer. Fait qu'on veut pas trop déranger. Là. Donc, je te souhaite bonne chance. Puis on va peut-être essayer de repasser t'interviewer un peu plus longtemps. C'est bon. Il faut que j'aille signer mes autographes, là, je reviens. Oui, c'est ça, exact. Ben, d'ailleurs, vous pourrez vous faire signer n'importe quelle partie de votre corps par le ludologue durant toute la durée du festival. S'il faut que vous enleviez un de vos morceaux de vêtements, en fait, par contre, là, c'est 5 $.
Donc pensez-y bien, je vous conseille les avant-bras, des choses comme ça. Ouais, il paraît, donc oui, c'est ça, je vais me trouver un marqueur puis je ferai ça. Ou vos boîtes de jeu, je peux aussi autographier boîtes de jeu si vous préférez. Hein. Ouais, c'est un peu décevant, mais ok. Parfait, bonne chance, bye. C'est même mon jeu, j'ai essayé de donner une tendance moins wargame. Plus euro un peu, ou... Ben, je pense que là, on est-tu en entrevue? Ben là, je pense qu'on est prêt à commencer. On allait justement dans la petite intro, ouais, hein, c'est ça. on va y aller. Donc, on a-tu une formule particulière ou... Ben, comme vous le savez tout le monde, on est en direct du Mondial des Jeux Loto-Québec. Et aujourd'hui, on est en compagnie, en fait, de quelqu'un d'assez spécial. Monsieur Marc Rodrigue, designer de jeux québécois, notamment très connu pour son jeu Tomahawk and Bayonet. Ouais, Bayonet et Tomahawk. Ah, Bayonet et Tomahawk. Tu vois, on est comme encore en rodage, hein, fait qu'on essaie d'apprendre tout ça. Donc, ben, on s'est côtoyé un peu par le passé. Bien entendu, JF est là aussi. Dans les Stack Academy. Les Stack Academy. Plus vraiment, malheureusement. Non, à cause que Marguenette, en fait, on a lancé une campagne de haine contre Marguenette. Donc, on sème ce qu'on récolte, hein, comme on dit. Contre les wargames. Non, pas contre les wargames, seulement contre Marguenette, en fait. Bon. Non, les wargames, c'est c'est parfait, ça, on admire ça. Y a pas de problème. Bon. Et là, toi, tu es ici aujourd'hui en tant que designer de jeux. Et on va essayer de voir un peu, que tu nous parles de ton projet, de voir un peu c'est quoi tes visions en tant que designer de jeu. Tu sais, des grosses questions philosophiques, en fait, et profondes. Fait que j'espère que t'es prêt. Ouais. T'as reçu la liste des questions, là. Ouais, je l'ai mémorisé. Ouais, ok. Parfait. Magnifique. Ben, Jeff, je vais te laisser entamer ça. Écoute, la première question, elle va pas si philosophique que ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton jeu, du jeu Bayonet et Tomahawk, t'as sorti? On parlait de Wargame tantôt, parce que c'est d'inspiration de Wargame. D'ailleurs, c'est un jeu qui va sortir chez GMT. Ouais, chez GMT, puis si tout va bien, il va sortir à la fin de l'année. Je suis au bar, je termine le matériel pour l'éditeur, on termine la révision des règles, donc c'est très très proche. En fait, ça devait tout partir demain, mais ce genre de projet-là étant ce qu'il est, il y a un petit délai. Un petit décalage, alors fin août chez l'éditeur, puis à temps pour Noël, on espère. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'est Bayonet et Tomahawk? Ben, c'est un jeu sur la Nouvelle-France. C'est une période de notre histoire qui me passionne depuis la vingtaine. Et puis, plus particulièrement, c'est sur la guerre de la conquête ou la guerre de 7 ans. La guerre qui a finalement culminé avec la fameuse bataille des plaines d'Abraham. Alors, tout le monde connaît les plaines d'Abraham. On connaît pas nécessairement ce qu'il y a avant. Hein? Non, puis même les plaines d'Abraham, ils connaissent tout croche. Je pense que ça a duré 10 minutes, alors que ça a duré 3 mois, c'était siège de Québec. Puis en fait, c'est dans une guerre qui a duré 7 ans. Alors, moi, je voulais représenter ce conflit-là, puisque c'est la fin de l'Amérique française, en quelque sorte. Et puis aussi, les Amérindiens ont un rôle important là-dedans. Puis j'aime beaucoup l'histoire amérindienne. De Bayonet et Tomahawk, j'imagine. Ouais, c'est ça. Le nom du jeu, c'était vraiment d'opposer la vision européenne, qui est les baïonnettes, et le Tomahawk, qui est la vision amérindienne. Alors, à un moment donné, je cherchais un nom accrocheur, comme Donjons et Dragons, puis toute cette lignée-là. Alors, j'ai dit quoi et quoi, puis à un moment donné, ça s'est imposé Bayonet et Tomahawk. Puis le nom a pogné avec les gens. Donc, ça fait quelques années là, que tu travailles sur ce jeu-là. Là. Je sais qu'il y a quelques années, j'avais testé un proto à l'époque. Ouais. Au stack, là. Au stack, ben oui, exactement. Donc, ben là, c'est le fun de voir qu'un projet qui dure, là, je sais pas, depuis combien de temps tu travailles un peu sur ce jeu-là? Je dirais cette incarnation-là du projet que j'ai commencé en octobre 2013. Là, ça va faire 5 ans. C'est long parce qu'il y a 2 ans, quand je suis arrivé chez l'éditeur, moi je pensais que c'était fini, tout était rappé. En plus, je suis graphiste, j'avais tout fait le graphisme, tout était beau, tout ça. Puis finalement, de rentrer chez GMT qui est le... Mais GMT, c'est quand même une grosse machine aussi, dans le sens que ils ont sûrement des procédures et des standards à respecter.
Ouais, puis c'est aussi c'est le plus gros éditeur américain du genre là, de jeux. J'aime mieux dire des jeux historiques que des wargames. Ouais. Mais et donc avec eux, j'ai réalisé que oh boy que j'étais prétentieux. C'était un exercice d'humilité. Là, moi je me voyais là très haut. Ils t'ont ramené à un niveau. Ben même pas, c'est en travaillant avec eux. C'est vraiment un travail collaboratif avec mon développeur Barry Setzer, qui est un gars du Maryland, qui a embarqué avec moi, lui il a accroché gros avec il mon jeu, il est puis impliqué dans le projet. Puis... C'est ça, puis il a fait un gros bout avec moi. Puis là, dans la passe finale, c'est mon ami Marco Coutré qui vient de publier un jeu sur la rébellion. En fait, la lutte politique qui a précédé la rébellion des Patriotes. Alors, c'est un jeu politique très fascinant. Avec GMT aussi? Lui, c'était avec Compass. Puis moi, j'ai fait tout son graphisme. Alors, il m'a renvoyé l'ascenseur. Lui, il m'aide à décrotter mon jeu. Parce que les designers, faut prendre ça par la peau du collet, puis il faut leur faire enlever des affaires tout le temps. Puis là, le designer s'accroche, puis il dit « Non! » C'était ma meilleure idée! Là, faut pas l'écouter, faut tronçonner. Alors, donc, beaucoup d'apprentissage, mais là, on est, je dirais, au bout de 2 ans de gros travail avec GMT. On est vraiment prêts. Ils ont tout accepté mes graphismes. Fait que c'est toi qui as quand même fait le graphisme, c'est ça? Oui, parce que ça, cool. Mark Simonich, qui est lui-même qui est un designer de jeux reconnu, mais qui fait les graphismes, écoute, quand j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 50, faut dire ça au public, mais quand j'avais 20 ans, j'achetais des wargames, puis c'était Mark Simonich qui faisait c'était comme un des graphisme. inspirations de graphisme. Puis Ben, c'est ça, alors lui, il a vu mon travail, il a aimé mon travail, il a vu ce que je faisais pour les musées, puis il a dit go, puis quand j'ai soumis mon travail graphique pour le jeu, puis j'avais de la pression, là, mais là, il a tout accepté. T'as tout refait depuis la première fois. Là. Tout refait de A à Z. Même samedi passé, j'ai fini le board, j'ai refait le board là, au propre. Mais c'est intéressant parce que c'est pas commun, dans le sens que souvent les éditeurs vont tout le temps refaire le visuel. Donc c'est très rare qu'un éditeur accepte le visuel d'un auteur directement. Là. Donc c'est intéressant de savoir ça. Mais d'ailleurs, on sait que GMT, tu parles de jeux historiques, là, mais c'est vraiment une tranche de jeux qui tend à être des jeux de guerre, donc des wargames, qui se diffèrent un peu du jeu de société. C'est dans la même lignée, mais c'est un petit peu différent. Donc, ils ont des fois des règles, des fonctionnements un peu différents. Mais parlons plus de GMT et de comment tu as réussi à te faire éditer par eux puis leur processus de sélection, parce que je pense qu'il est assez intéressant. Là. Ben ça a été... écoute, je suis béni des dieux parce que ça a été une série de belles rencontres. La première rencontre, ça a été Michel Ouimet qui m'a fait connaître Stack Academy. Là, je suis comme sorti de ma caverne, là, où est-ce que je pensais que... Ça n'existait pas les wargames à l'extérieur? Moi, je pensais que Axis Analyze, c'était la meilleure affaire au monde. Okay. Alors, j'étais resté arrêté quelque part en 1990. Alors là, j'ai découvert l'effervescence. J'ai vu même votre création à vous. Et puis c'était... Moi, je m'attendais à avoir une gang de vieux croutons dans ce club-là. Qui jouent à Axis Analyze. Puis... ou qui jouaient à des jeux, des petits bouts de carton. Puis finalement, c'était dynamique. Puis même tout le renouveau dans les jeux, toute l'approche euro qui s'est transportée dans le wargame, parce qu'il faut le dire, en tout cas moi c'est la façon que je le dis, puis peut-être que Marc Guénette de Stack Academy va me censurer, mais le wargamer, on est comme les nerds de la communauté de jeu. On est on est les nerds parmi les geeks ou je sais pas trop là. Mais on est un petit pourcentage. Puis je le vois quand je vais dans des événements de jeu. Puis là je dis que mon jeu dure plus que 2 heures, puis que ça se joue à 2 seulement. Là les gens sont oh boy. Il y a 20 pages de règles. Il y a des annexes. 16. Quand je me suis forcé là. 16 pages. 16. Là il s'est donné 50 développements. 16 pages. Exactement. Alors, puis de Stack Academy, ça m'a mis en contact avec quelqu'un qui connaissait Volko, qui est le rockstar des jeux historiques, là, des jeux des wargames.
Et puis Volko, il a aimé mon projet. Puis quand il est venu à Montréal, je l'ai rencontré. Puis, et puis lui, il a vraiment trippé sur mon projet. Puis c'est lui qui avait fait ce que je considérais le meilleur jeu qui a été fait à date sur la même époque que moi, sur la guerre de la conquête, la guerre de 7 ans, qu'ils appellent la French Indian War aux États-Unis. Et puis là, j'ai dit à Volko, je vais pas aller chez GMT, ils ont déjà ton jeu, ils le rééditent tout le temps. Il dit non, viens-t'en, puis je te fais une lettre... C'est comme lui qui t'a fait rentrer là avec une lettre de référence. Une lettre d'introduction. Puis, alors je suis rentré comme ça. Puis là, je me suis mis à travailler avec toute cette gang-là. Puis c'est vraiment ce qui est intéressant, tu parlais tantôt que c'est rare que les éditeurs te laissent prendre ton graphisme. Eux, ils sont très collaboratifs parce qu'ils ont besoin de graphisme pour faire les projets. Alors, il y a plusieurs de leurs auteurs qui sont designers de jeux et graphistes ils font les deux, donc, ils font les deux. Puis ça, par contre, c'est toute une pression parce que tu te donnes une double load en tant que... c'est clair. Tu t'arranges que un... embarque pas sur l'autre. Un embarque pas sur l'autre, mais entre autres, il y a Lee Brimacombe-Wood qui fait des très beaux designs graphiques. Il y a Mark Simonich qui est designer graphique et auteur de jeux réputé. Alors, moi, quand je leur ai dit que j'étais graphiste professionnel puis que tu voulais faire ton jeu, là. Je voulais le faire parce que je pensais que c'était parfait ce que j'avais fait. Mais là, c'était à ce moment-là. Après, tu t'es rendu compte. Finalement, j'ai tout recommencé, mais j'ai vraiment... T'as appris de ça, j'imagine. Ouais, ça a été comme mon PhD en jeu, là. Puis si on compte les heures, ça ressemble à ça. Parce que j'ai vraiment étudié ce qu'il faisait pour me t'inspirer, puis arriver à des standards aussi de qualité professionnelle, j'imagine. Puis être dans leur style, parce qu'un jeu de GMT, c'est pas comme un jeu de Queen's Game ou de Fantasy Flight. Exactement, c'est ça. On connaît tous Dominant Species. Oui, c'est ça. Donc, qui est pas un wargame. Qui est pas un wargame, puis qui est un jeu de GMT, puis d'après moi, qui est un des jeux populaires de GMT, parce qu'il a comme traversé la ligne. Il est allé chercher un autre public. C'est ça. Puis Twilight Struggle, leur best-seller, que j'ai finalement acheté la semaine passée. Je me suis mis à jour. Mais qui est un jeu plus politique. Pour moi, il est sur la limite là, entre les deux. Là. Il est assez... disons qu'il y a le détail des bombes nucléaires, là, mais... Oups! Bon. En fait, c'est vraiment un projet intéressant. Là, tu nous as surtout parlé de la relation éditeur, tout ça. Est-ce que tu peux comme nous... T'as sûrement un USP là, pour ton jeu, là, un one-liner, un elevator pitch, un truc de 30 secondes, 1 minute, qui va nous résumer un peu l'expérience transmise par le jeu. Non. En fait, j'ai un 20-liner qui est sur la page d'introduction de Board Game Geek. En fait, ce que je voulais faire avec ce jeu-là, c'est avoir quelque chose de fluide, contrairement à plusieurs wargames où est-ce que tu as beaucoup de chiffres, tu as beaucoup de calculs, procédural, très procédural. Annexe 8, B2, page 14, c'est ça. glossaire 12. Puis justement, Jason Matthews, un des co-concepteurs de Twilight Struggle, disait récemment qu'à un moment donné, dans les jeux historiques Wargame, on a confondu réalisme avec complexité. Puis à un moment donné, ça donnait des jeux, il faut que tu passes 12 heures pour passer à travers. Moi, plus qu'une soirée, je trouve ça trop. Là. On veut faire d'autres choses. Donc, en gros, ce jeu-là, c'est la carte de la Nouvelle-France qui inclut l'Acadie, les colonies américaines qui sont les États-Unis maintenant, une grande partie du Canada. Et puis, si je fais une comparaison bien basique, là, c'est presque comme risque. Pour chaque pénouche qu'on a sur le jeu, on lance un dé quand il y a des batailles. Ouais. Et puis donc à ce moment-là, c'est simple, j'ai 5 pions quelque part, j'ai 3 Indiens, j'ai 2 Français, je lance 5 dés. Puis chacune des pièces a des caractéristiques qui reflètent l'histoire. Donc la plus grande division dans le jeu, c'est que tu as les troupes régulières qui sont de forme carrée dans le jeu.
Puis les troupes légères qui sont des triangles. Pour moi, ça faisait un peu comme des flèches. Ouais, ils vont plus vite. Puis, Ils vont plus vite, ils peuvent se déplacer partout dans la brousse. Ils sont meilleurs pour faire des embuscades, des raids. Puis tes troupes régulières, mais eux, c'est comme les pions aux échecs. Un pion aux échecs, c'est important. En fait, c'est un blocage c'est ça. peut-être, ou comme c'est des fronts. C'est ça. Là, Eux, ils peuvent construire des choses. Tu peux construire des routes, tu peux construire des forts, ok, tout ça. Alors, fait j'ai que- un petit côté Warcraft, le vieux jeu Oui. d'ordinateur, Ouais, là, parce absolument. que tu haches la forêt puis tu bâtis ta route. Là. Ah, c'est cool, ça, c'est intéressant. Ça avait été mon flash en Ça, octobre c'est nouveau 80. ou ça? Non, ça avait été mon flash en octobre C'est comme ça que tu as 2013. voulu comme, commencer Oui. un peu le projet. Parce qu'avant ça, j'avais fini une version classique, comme pleine de chiffres, tout ça, puis T'as tout j'ai scrappé. fait un about face, j'ai tout scrappé, puis j'ai dit c'est pas ça que je veux. Puis là, ben c'est ça. Donc c'est intéressant parce que du côté français, t'es comme ultra limité dans tes mouvements. C'est un jeu qui est card-driven, qui est mené par des cartes, mais t'as pas vraiment de main. Tu gères pas une main de carte. Ok. C'est comme, tu commences, tu piges une carte de réserve, puis après ça, à chaque tour, tu piges une carte, tu choisis si tu joues ta réserve ou l'autre, puis l'autre Fait que t'as devient pas ta énormément réserve. de choix, donc c'est comme assez rapide au niveau C'est du ça. temps d'attente de jeu. Puis... Exactement. Puis là, sur ta carte, t'as des symboles qui sont des points d'action, des action points. Puis chaque point d'action te permet de bouger un top pièce à un endroit sur la carte. La carte, c'est du point to point. Donc, il n'y a pas on fait pas de calcul de distance. Pas ouais, c'est ça, ok. Il n'y a pas de bouge règle. on bouge un espace, 2 espaces, 3 espaces. Bon. Alors, le français a beaucoup plus de capacité pour se promener dans la brousse, il est beaucoup plus flexible, mais par contre, au niveau de ses action points, il est beaucoup plus limité. Tandis que l'anglais, c'est l'inverse. Lui, il y a des ressources phénoménales. Il peut avoir jusqu'à 5 points d'action par carte. Quand le français, quand il y en a 3, c'est une bonne journée. Donc c'est très asymétrique. Là. C'est très asymétrique. Je voulais refléter justement la différence entre la baïonnette et le tomahawk, si je reprends l'idéologie du À jeu. quel point il y a... Parce que j'imagine que c'est peut-être quelque chose qui te passionnait déjà cette époque-là. Mais Oui. j'imagine que tu as dû faire énormément de recherches pour ça. C'est fou. En ce moment, je suis en finale. J'ai une pile de 20 livres empilés sur une Que chaise. t'alternes, puis que... J'ai des notes, des calculs, des Excel à n'en plus finir. Alors, je voulais vraiment que, même s'il était simple et fluide dans sa façon de jouer, je voulais que tout ce qui se passe dans le jeu soit réaliste. Puis dans ce conflit-là, tu as des cas extrêmes là, où est-ce qu'il s'est passé des affaires pas possibles, genre 600 Canadiens puis Indiens qui ont blasté 2000 réguliers avec des canons tout ça dans la brousse. Et ça, tu peux le reproduire dans le jeu d'une certaine façon? Ça fait partie des cas extrêmes que tu peux atteindre dans le jeu. OK. Puis à l'inverse, côté français, à un moment donné, ils étaient à Carillon, qui est Ticonderoga de nos jours. Ils étaient 3000, il y avait 15 000 Anglais qui s'en venaient sur eux. C'était les Thermopyles quasiment. Puis ils les ont battus à plate couture. Puis non seulement ils les ont battus, les Anglais sont rentrés chez eux. Puis OK, c'est fini, on fait plus rien. Ils ont comme Totalement- arrêté les conflits à cause de ça. Ils ont arrêté la campagne, tout ça. Alors ça aussi, c'est un autre cas extrême. Alors c'est sûr, en plus, sur les cartes, il y a des events. Puis ça, c'est tellement... Ça amène un petit côté croustillant. Parce que à un moment donné, comme les Amérindiens, tu peux pogner une carte... on va regarder les Français se battre. On va regarder qu'est-ce qu'ils font. On les aidera pas. Ah ouais, fait que là, ils observent. comme un ça. tour, Ouais, tu peux avoir des événements tragiques comme les fameuses couvertures contaminées par la picote qui avait été distribuée par le général anglais, Ah ouais. dont on veut enlever le nom, là, Amherst, osons le dire. Alors, les événements ont amené beaucoup de richesse dans le jeu. Puis au début, j'en voulais pas. Ah ouais, parce que- tu voulais pas amener cette dimension-là? Non, parce que dans Wilderness War, le jeu de Volko sur le même sujet
le mien, qui était le best-seller, ben, il y avait des événements aussi. Je voulais pas aller chercher les événements qui s'étaient déjà produits. Ou, je me disais, si je fais un jeu avec des événements, les gens vont dire « Ah, c'est pareil Wilderness War numéro 2 ». Mais là, j'ai eu un très beau compliment d'un joueur du Stack au dernier test. Il m'a dit... il dit, écoute, ce jeu-là détrône Wilderness War. Ah ouais, Wilderness War, c'est quand même au début des années 2000. Ça fait quasiment 20 ans. Jeu que ça fait longtemps qu'il est réédité et qu'il est là. C'est un superbe jeu, mais même Volko disait on a besoin de renouveau. Là. Ouais, veux pas un jeu à un certain point. Il y a des mécaniques qui semblent un peu plus anciennes, puis il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le monde. Même les jeux révolutionnaires, quand ça fait 10, 15, 20 ans qu'il est sorti, là, tu sens que souvent il a été détrôné. Oui, puis ça reste un jeu emblématique du genre, mais ça prend des gens qui vont venir comme revitaliser un peu des mécaniques, puis remettre à jour justement des mécaniques qui semblent un peu plus désuètes maintenant, même si le jeu reste excellent. Là. Ouais. Ben, c'est vraiment cool. En fait, moi, j'ai pas eu la chance de le tester dans le temps. Je sais que JF l'avait déjà testé. Ça fait quelques années là, déjà. Là. Ouais, là, il a dû évoluer. Là, on a une copie. Nous, on est audio, mais en même temps, on va vous décrire ça. Alors, c'est tout simplement magnifique. On voit donc vraiment une scène pratiquement d'automne de Nouvelle-France. Donc, on a les chapeaux tricornes, j'imagine, et les mousquets. On appelle ça fusil. Musket, c'est le nom anglais. C'est le nom anglais. Les mousquets en français, c'est quasiment des arquebuses. Là, c'est le siècle d'avant, mais là, c'est technique. Mais oui, les mousquets, les tricornes. Et on a, bien entendu, au centre, une espèce de belle ligne, en fait, qui sépare le drapeau de la Grande-Bretagne et le drapeau, c'est quoi, de la Nouvelle-France ou vieux français? C'est des fleurs de lys bleues. Ouais, c'est le drapeau, c'est le pavillon du roi avec les fleurs de lys. Là. Et c'est écrit, bien entendu, baïonnette et tomahawk. Et on a, selon moi, la force, en fait, du truc, c'est qu'on a un beau tomahawk et une baïonnette qui se font un X en plein centre de la boîte. Et ça, c'est des illustrations que toi, t'as faites? J'ai tout fait, oui. Fait que toi, tu sais, quand on dit graphiste, designer, mais tu sais, là, t'es illustrateur aussi. Non, ça, l'illustration, pis ça, je donne le crédit à John Buxton, qui est le plus grand, c'est un monsieur de Pennsylvanie, c'est un des plus grands illustrateurs de cette époque-là. Puis moi, ça faisait 20 ans, je tripais sur son art. Tu le connaissais déjà, pis tout, là. Je le connaissais pas. Je l'ai contacté, là encore, quand je dis le cul bordé de nouilles, je l'ai contacté pour... Avant GMT, là? Non, après GMT, quand j'étais dans le processus d'édition, j'avais besoin de savoir comment avoir les droits sur son image, puis même savoir si je pouvais les avoir, parce que je trouvais que cette image-là représente tout. On voit les alliances amérindiennes, on voit le fort britannique qui va se faire smasher au fond. Et donc... je le contacte par écrit sur son site. Puis 5 minutes après, mon téléphone sonne, j'ai un appel de Pennsylvanie. Puis là, c'est John. Hi Mark, oh yeah, your project, really très intéressant. Puis là, il me dit, écoute, pour les droits, il dit, donne-moi ce que tu veux. Il dit, il était vraiment je suis fier de participer à ça. Puis finalement, je voulais pas lui donner rien parce que c'est un auteur. Mais là, dans le très, cas, très mettons, de réputé. GMT, puis ça, est-ce que c'est toi qui as géré les redevances que le dessinateur va avoir? Je leur ai offert de le faire parce que j'avais mes idées sur les images que je voulais. Puis avec le jeu de Marco Poutré sur la rébellion de Québec, on avait une superbe peinture du musée de Québec. C'est tout moi qui avais négocié avec le musée de Québec. Tu avais déjà comme un peu de relation avec les musées. Ouais, puis ils nous l'avaient donné gratuitement. Le musée de Québec aussi. Ça a été d'ailleurs, je leur dis merci encore, ça a été très généreux. D'ailleurs, demain au Valais, Marco fait des présentations de son jeu Prelude to Demain, ça veut dire dans le passé pour les gens qui écoutent, malheureusement, mais bonne chance pour y aller. Si vous avez une machine à voyage dans le temps, c'est parfait. Ouais, il y a certains jeux qui permettent ça. Il y a tu piges une carte, tu peux retourner dans le temps. Ouais, c'est possible. Est-ce que c'est possible dans ton jeu? Non. Y a-tu des choses comme qui, justement, pas mythologiques, mais tu sais, des choses qui se sont pas produites, qui peuvent se produire dans le jeu? Ou... Oui, ça c'est un autre aspect important qui différencie mon jeu des autres, c'est que je tenais... moi, je suis parti du cas où est-ce que ce conflit-là, c'est comme le pire cas qui pouvait arriver pour la Nouvelle-France, puis le meilleur cas qui pouvait arriver pour l'Angleterre.
Et puis je me suis dit, on va explorer les possibles. Puis c'est là qu'il a fallu que je calcule beaucoup pour pas trop tirer la couverte, voire faire ce qu'on appelle une uchronie, dire bon, et si il y a un peu plus de troupes qui étaient venues en Nouvelle-France, qu'est-ce que ça aurait donné? Alors mon jeu explore ça. Fait qu'il explore le domaine des possibles, puis il y a les univers un peu alternatifs. Au moins, ça confirme que c'est pas tout le temps les Anglais qui gagnent dans le jeu. C'est dur pour les deux camps. C'est un jeu, c'est des choix cornéliens tout le temps. Mais c'est ça, donc... Puis là, on était sur la pochette, dans le fond, on continue, et là, il y a la section du bas, en fait, qui est comme un peu celle qui m'intrigue le plus, parce que on a une espèce de scène de bataille navale. Oui. Ça, c'est quoi? C'est pas des galères, c'est les Man-O-War? Des vaisseaux de ligne qu'on appelle. Donc, et là, il y a c'est la nuit, il y a du feu sur l'eau, il y a de la fumée, c'est ultra sombre, mais là, moi, je pensais que c'était un jeu qui se passait sur Terre. Là. C'est un jeu qui se passe sur Terre, mais l'autre différence que j'ai amenée, c'est que je voulais inclure la dimension navale, parce que Louisbourg, au Cap-Breton, a été assiégé de façon navale. Québec, ça a été un siège naval aussi. C'est toute une flotte qui s'est rendue, qui a remonté le Saint-Laurent. Et donc, cette scène-là, précisément, c'est la fameuse attaque des brûlots. Le gouverneur Vaudreuil, pendant que la flotte anglaise était ancrée devant Québec, a envoyé des brûlots une nuit vers les vaisseaux, puis finalement, ça n'a rien donné. Les Anglais... Ils ont réussi à éviter ça? Les brûlots, juste pour les gens qui sont peut-être pas calés en histoire de la Nouvelle-France. Oui, OK. Alors, c'est un vaisseau que tu bourres de goudron, d'étoupe, de tout ce qui brûle. Puis tu le pousses, c'est un voilier, là, comme ça. Puis après tu tires des flèches dessus. Puis... tu l'envoies vers les vaisseaux adverses. Puis quand tu arrives proche, c'est presque une attaque kamikaze. Quand tu arrives proche, tu ouvres toutes les trappes pour qu'il y ait un appel d'air, sinon le feu pogne pas. Puis tu mets le feu. Puis là, ce vaisseau-là s'en va tranquillement. Comme une grosse bombe lente. Exactement. Il faut aussi comprendre que le gros vaisseau anglais, il n'y a pas un force. Il ne peut pas partir de même. Sûrement il est ancré puis tout ça. Alors souvent, tu as des gars qui sautent sur le bateau en feu pour essayer de le manœuvrer et de le faire aller ailleurs. Et ça se produit dans Bayonetta et Tomahawk, là? Pas comme tel, c'est pas un élément que j'ai inclus comme tel, mais l'élément naval, il serait inclus dans... Ouais, mais il y a une dimension navale dans le jeu. C'est ça, oui. Il y a des flottes françaises, des flottes anglaises, et puis il y a un petit mécanisme intéressant qui fait que toutes les flottes anglaises et les flottes françaises sont dans le même sac, alors tu piges pour les deux d'une seule main. Fait que des fois, tu sors des choses de l'autre. Mais tu as beaucoup plus d'anglais que de français. Alors, donc, statistiquement, tu restes proche de l'histoire. Puis malheureusement, mais cette image-là, j'ai échoué dans mes négociations et on ne l'aura pas. OK, donc, fait que dans l'image des bateaux, elle sera pas là. Elle sera pas là, mais l'élément des bateaux est dans le jeu. Fait que ça va être quoi qu'il va avoir là sur la boîte? Finalement, en graphisme, on apprend souvent que less is more. Quand j'ai vu que je pouvais pas l'avoir, le musée était intraitable. C'est un musée en Angleterre. J'ai fait avec un fond uni de couleur en bas, puis ça fait encore plus ressortir le haut, parce que sérieusement, le haut est magnifique. T'sais, le bas était justement un peu sombre et peut-être que c'est pas le core du jeu. Non, c'est ça. Mais super belle boîte en fait. Donc on a la chance de voir cette copie ici. Marc Rodrigue sur la boîte, game design. Ça c'est très cool. Félicitations d'ailleurs parce qu'on sait que c'est long faire un jeu. Puis là, toi t'es la preuve. 5 ans de travail sur un projet. C'est pas rien, là, on s'entend que quand c'est ton premier jeu, effectivement. C'est mon premier jeu, donc, c'est un long processus, beaucoup d'apprentissage à faire, en plus que tu fais de recommencement un peu, de retourner à zéro. Quand tu commences après 2 ans que t'as fini... Ouais, exact, mais tu sais, c'est beaucoup d'apprentissage à la création de jeu, puis justement, après 2-3 ans, des fois, tu te rends compte il y a plein de choses qu'il faut que tu laisses de côté, puis que tu commences, puis tout l'apprentissage que tu as fait les 2-3 ans, à penser à le développer, à un moment donné, il faut que ça serve, puis là, tu le mets à contribution. Fait que, on comprend ça que ça peut prendre du temps. Oui. Puis on est très... moi, je suis vraiment content pour toi, en fait. On a vu un peu les premières versions de ce prototype-là, justement, au stack, avec le démon Guénette.
c'était cool de voir ça, puis c'était frais aussi. J'ai pas joué, mais j'ai eu plein de commentaires de c'est un wargame, mais c'est pas vraiment un wargame. Puis là, j'ai l'impression que t'es rendu encore à un autre niveau là-dedans, les jeux historiques, les jeux de simulation, mais peut-être pas vulgarisés, mais épurés, avec des mécaniques qui sont fortes et qui sont pas juste calquées sur la réalité là, pour rajouter de la complexité dans le jeu. Là. Ben oui, moi j'adhère à un professionnel de l'industrie du jeu, c'est Jesse Shell, qui a écrit The Art of Game Design, puis il dit... A Book of Lens? Il y a le Book of Lenses aussi. Puis il dit, même si c'est réaliste, si ça sonne faux dans le jeu, c'est pas bon. C'est toujours le jeu. Alors graduellement, en quelques années, j'ai appris à délaisser la réalité. La réalité, puis à dire OK, on va pas aller contre la réalité, mais si moi je trouve que c'est réaliste parce que je connais l'histoire à mort, mais que ça sonne faux pour un joueur, mais c'est pas bon, on l'enlève, puis j'ai fait un gros lâcher prise. Mais c'est un peu une comparaison avec ça me fait penser au cinéma quand on parle. Au cinéma, on va voir, mettons, des films d'espionnage ou des scènes de hackers. Les gens qui hackent sur des ordis, je trouve que c'est un bel exemple parce que ils vont avoir des interfaces ultra hackers. Puis t'es comme, OK, ils arrêtent pas de taper sur avec des caractères de 3 pouces. De 3 pouces pour qu'on le voit bien à l'écran, puis les gens ils tapent vraiment vite. Mais comme, OK, ils sont en train de hacker quelque chose. Mais les gens, c'est ça qui ont l'image du hacker, mais en réalité, c'est pas du tout comme ça. Puis le jeu doit un peu transmettre ce qu'on perçoit de cette réalité-là quand t'es pas nécessairement un connaisseur de ça, tu sais. Donc c'est intéressant que tu amènes cette vision-là de la chose. J'imagine que toi t'étais, formation en graphisme, tout ça, mais j'imagine que t'étais un grand fan d'histoire. Ce qui t'a un peu inspiré, donné le goût de faire ce jeu-là. Oui, absolument. J'ai pogné l'histoire du Québec, toute cette histoire-là. Ça m'ennuyait mortellement quand j'étais au secondaire. J'ai hissé les cours d'histoire. Dès qu'on parlait pas des Égyptiens de Napoléon ou de la Deuxième Guerre mondiale, ça m'emmerdait. Et puis tout d'un coup, à cause d'une série de bandes dessinées dans la vingtaine... Conan le Barbare? Non, ça s'appelait Les Pionniers du Nouveau Monde. J'ai pogné un coup de foudre sur cette période-là, mais le piton collé, là, comme mon ex-associé a le piton collé sur les Beatles, mais bon, ça au moins c'est justifiable. Toi, t'es vraiment comme t'es devenu accro de ce truc-là qui était un peu obscur. Oui, à tel point qu'en 2009, je suis devenu reconstituteur historique de cette période-là. Okay, alors donc j'ai déjà tu connaissais très bien déjà le domaine. Oui, puis j'ai participé à des batailles simulées, là, évidemment, pour les touristes, mais quant à la perspective des gens qui étaient là, ben ça transparaît dans le jeu. D'ailleurs, c'est mon Tomahawk que j'ai photographié et que j'ai traité sur la ton propre Tomahawk. Je l'ai pas amené, il a pas peur. Non, là, il va nous lancer ça devant. Est-ce que le Tomahawk il était lancé ou il était utilisé corps à corps? C'était une arme de corps à corps. Okay. Oui. Donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, là, les haches qui se lancent dans les forêts. Non, ça, j'ai jamais vu ça. De toute façon, en reconstitution historique, on n'a pas le droit de se servir des armes blanches. Là. Ça serait trop dangereux. C'est ça, c'est que les soldats français arrivaient au Canada avec des épées. Là, t'imagines te promener dans le bois avec des épées puis des souliers à boucle, tout ça. Alors ils leur faisaient tout mettre ça au vidange. Ils s'habillaient littéralement comme des Indiens. Ils étaient juste en chemise, il y avait un petit pagne. Comme dans le film Le Patriote. Oui, genre, sauf que dans les films, ils sont toujours un peu plus décorés que la réalité. Là. D'ailleurs, j'avais pensé venir habillé comme ça. Mais tu vois, nous, on est audio, fait que ça aurait été un petit peu overkill, comme on dit. Oui, on aurait entendu les rires de l'assistance, là, parce que c'est vraiment pas... on voit toujours les beaux uniformes, tout ça, mais quand t'es habillé comme ça, c'est vraiment pas sexy, mais c'est pratique, c'est vraiment pratique. Fait que donc j'ai été reconstituteur historique de cette période-là, et mon rêve depuis longtemps, c'était de faire un jeu qui reflèterait toute cette période-là, toutes les dimensions. Mais là, en fait, je veux pas trop t'interrompre, c'est vraiment intéressant, puis je resterai ici réellement 1 heure de plus. Oui. C'est comme ça... En fait, tu vas peut-être pas le croire, on a fait une question.
Ah oui. On a fait une question, on a un peu busté le temps. Ben oui, je vois ça. Donc on est genre dans un line-up un peu serré. En fait, je profite de l'occasion peut-être pour te demander si tu serais intéressé à ce qu'on t'invite comme invité durant les prochaines saisons de Balado Ludique. Oui. Je sais pas, JF, toi, Ben oui, mais tu sais, je trouvais ça absolument, vraiment intéressant. sûr. Puis là, on sait, sans trop divulgacher, là, t'es un designer, un graphiste de profession, mais là, t'es designer de jeu maintenant, et là, tu commences à travailler avec différents musées, différents lieux pour créer des expériences ludiques, si on veut, des jeux interactifs, des expériences. En tout cas, tu sais, puis c'est un autre sujet qui nous intéresse beaucoup. On parle beaucoup d'escape room, puis d'expériences narratives ludiques. Et on aurait aimé en parler d'ailleurs. Malheureusement, le temps nous manque parce que. Et là, tu nous parles d'histoire, puis moi, je suis comme, moi, je ferai un épisode juste sur la Nouvelle-France. On s'en fout si ça a vraiment avec les jeux, mais ça m'intéresse. Tu sais, je veux justement en apprendre plus sur ça. Puis c'est notre histoire aussi. Et comme tu dis, on la connaît pas tant bien, hein, la plupart des gens. On a eu un cours d'histoire, puis ça c'était 2-3 mois là-dessus, puis ça passait vite, puis on a tout oublié. Ça devait être 4 phrases dans le livre. 4 phrases, donc... Dans le nouveau programme, là, c'est 4 phrases. Dans le nouveau, nous, on est quand même pas si jeunes que ça, mais malgré tout, c'est quelque chose qui nous intéresse. Fait que donc, j'aimerais beaucoup ça que tu sois là. Bayonetta et Tomahawk, ça va sortir probablement pour le temps des fêtes, c'est ça? En fait, actuellement, officiellement, il est annoncé pour fin 2018. Il est annoncé, puis on voit jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. OK, bon, ben, donc c'est un jeu à surveiller parce que c'est pas exclusivement un wargame. On peut aller chercher justement un public de... Tu sais, les gens qui sont dans les Twilight Struggle, les Rebellion de ce monde, Imperial Assault, donc un peu les jeux plus stratégiques à 2 joueurs, avec une belle thématique forte. J'imagine on peut jouer en équipe aussi. Okay, on peut jouer jusqu'à 5. Jusqu'à 5? Oui, fait que ça, c'est quand même funky parce que c'est un jeu à 2, mais qui se joue à 5. Tu sais, à 4, j'aurais été là, OK, cool. À 5, OK. Bon, il faut qu'il vienne pour nous en parler de ça. C'est ça, exact. Ça me fera plaisir, puis merci beaucoup. Ben ouais, on aimerait ça avoir eu plus de temps. On s'attendait pas à ça. On avait comme préparé 8 questions, on en a fait une. Bon, mais c'était vraiment cool que tu sois là. Merci beaucoup d'être là. Donc ça, c'était Marc Rodrigue en direct du Mondial des jeux Loto-Québec qui nous présentait son nouveau jeu Bayonetta et Tomahawk qui va sortir juste à la fin 2018 sous la bannière GMT Game, en fait, qui est reconnu pour faire des jeux d'une très grande qualité. Et j'ai bien hâte, en fait, de jouer à ça. C'est clair que quand ça sort, on se fait une game, JF. Yes! On se fait une game, on va réinviter Marc à ce moment-là, justement, pour peut-être qu'on en parle. Et peut-être même qu'on osera peut-être inviter Marguenette. Ah, le démon! Le démon, Ben non. Lucifer du jeu. Donc, on va peut-être même l'inviter, mais sûrement qu'il va refuser, parce qu'à chaque fois qu'on l'a invité, il a refusé. Il a dit, je viens pas à votre affaire, moi, ça, c'est une affaire de petit coon. Moi, je me tiens pas dans ces places-là. Il est dur, hein? Il a déjà dit, moi je me rappelle qu'il a dit que tu es son Y préféré. Ouais, et là depuis ce temps-là, il salit ma réputation sur Facebook en disant que, tu sais... en tout cas, on n'embarquera pas là, on fera un épisode spécial avec Marc, on t'invite. Ça bien du monde d'ailleurs. Ouais, il est têteux! Mais merci beaucoup Marc de t'être déplacé pour ça, c'était vraiment cool. Je te souhaite un bon mondial, j'espère que tu vas profiter un peu des activités qui sont là. OK. Non, ok, ben c'est pas grave, hein, c'est correct, on le sait, hein, après un certain âge, on s'en va chez nous, on travaille sur nos protos. Faut que j'aille m'occuper de mon chat. Ça c'est parfait. Donc on a bien hâte de voir qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite, puis on va prendre le temps d'aller en détail sur plein de sujets la prochaine fois qu'on te revoit. Merci beaucoup Marc, et pour les autres, on se retrouve pour une prochaine entrevue dans quelques secondes. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Ludique. On est dans un épisode spécial aujourd'hui en direct du Mondial du jeu. Donc vous le savez, on est rendu déjà au moins à 1 heure dans l'épisode. Et là, on est avec un auteur québécois. Oui, il y en a plus qu'on pense. Et on va découvrir Monsieur Stéphane Vachon, l'auteur en fait du jeu Planétarium et maintenant cofondateur de la compagnie Picto Game qui vont éventuellement sortir un jeu sur Kickstarter. Mais ça, on aura la chance d'en reparler très bientôt. Bonjour Stéphane. Salut! Ça va bien? Ça va très bien, oui. Magnifique. On est vraiment content que tu sois là. En fait, tu nous disais justement que tu écoutais l'épisode, les émissions. Oui. Je vous suis, là. C'est vraiment le fun, votre épisode, puis vos émissions. C'est vraiment... Ben là, c'est vraiment cool de savoir. Là, c'est moi qui est là! Ouais! Tu vas pouvoir t'écouter toi-même! Tu vas pouvoir t'écouter toi-même. C'est toujours le fun. Alright, ben écoute, dans le fond, Stéphane, toi, tu t'es fait connaître un petit peu à cause justement du jeu Planétarium. Ouais. Planétarium, dans le fond, on disait tantôt que
tu as gagné le concours du Plateau d'Or, un concours assez connu au Québec de prototype de jeu. Donc, en 2015, tu as gagné le prix du jury à cette époque. C'est ça. Et par la suite, tu t'es fait éditer. Donc, je pense que ça a pris à peu près 1 an avant de te faire éditer. Ouais, mais en fait, on a signé un contrat de développement. Okay. J'ai été vraiment chanceux sur cela, donc j'ai réussi à avoir un éditeur assez rapidement. Bon, puis l'idée, c'est que l'éditeur l'aimait le jeu, mais il voulait modifier des petites choses dedans. Ouais. Fait que, disons qu'ensemble, on a signé un contrat pour travailler sur le jeu. On avait 1 an pour de rectifier contrat le jeu. de préédition. Exactement, disons, quelque chose comme ça. Comme il Ouais. n'y a aucun de truc fini, c'est pas officiel, mais pendant 1 an. Oui, tout était c'était. OK, mais dans le sens que c'était pas nécessairement sûr qu'ils t'éditent, mais Exactement. au moins pendant un certain temps, tu pouvais pas aller ailleurs et tu travaillais Exactement. avec eux pour... Lui, il travaillait dessus, Oui, j'imagine. oui, Dans le but d'une oui, édition, évidemment. Exactement. Tu sais, eux, éventuelle. ils mettaient de l'énergie. Tu sais, ils voulaient vraiment que le jeu sorte. Donc, il y a un développeur de jeu, Dan May, qui a travaillé avec moi. Qui est chez Game Salute. Chez Game Salute, exactement, pour mettre sa main dans la main à la pâte pour améliorer le jeu. Puis il y avait des points précis qu'il voulait améliorer. Puis moi, il y avait des choses que je voulais garder. Donc ensemble, on a travaillé pendant à peu près 10 mois à modifier le jeu, puis à rendre au niveau qu'il est présentement. Ah ben ça c'est vraiment le fun en fait. Puis est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits avec avec la collaboration avec l'éditeur et toi? Oui, il y a quand même eu des changements. La base du jeu, ça reste mon jeu Planétarium. Disons qu'ils n'ont pas changé Le core du jeu. Non, C'est pas rendu exactement. un jeu de saucisse, là. Ben, tu sais, ça ou n'importe quoi d'autre, là, mais... non, mais le thème, c'était qu'est-ce qui était fort du jeu. Ouais. Puis, la mécanique non plus. L'idée, c'est qu'on a rendu un peu plus le flow plus rapide. Donc, vraiment, ça a permis de faire en sorte que les tours étaient plus rapides, plus fluides. Puis, dans le jeu original, c'était plus... on jouait en équipe de 2, ou c'était un jeu à 2 ou en équipe un peu. Puis là, mais le concept d'équipe, il aimait pas trop. Fait qu'on a fait vraiment un jeu de compétition. Ouais. Mais c'est une compétition qui est légère, là, vraiment. Là, c'est pas du take that, donc on prend ça plus familial. Plus chacun fait un peu ses choses. Exactement, c'est ça. Donc on a réussi à faire ça. Puis, il y a le mode solo, c'est moi qui l'ai apporté, donc c'est moi qui ai voulu faire le mode solo. Nice. Je l'ai testé pour voir si ça marchait, je l'ai présenté, puis ça a été un stretch goal dans le Kickstarter. Donc c'est vraiment un ajout qui a été fait plus à la dernière minute. Ça. Juste avant d'aller plus loin, peut-être juste pour ceux qui connaissent pas le jeu, ben peut-être oui, juste oui. décrire en quelques Ouais, parfait. phrases, là, qu'est-ce qui est Planétarium? Qu'est-ce qui est Planétarium? Mais Planétarium, en fait, c'est une étoile qui est née quelque part dans la galaxie. Puis l'idée, c'est qu'on va faire évoluer les planètes, les nouvelles planètes qui tournent autour de l'étoile, pour les transformer puis les rendre soit habitables, soit inhabitables, soit désertiques. Ça dépend de ce qu'on a comme objectif dans nos mains. Okay. Puis on utilise les ressources qui sont dispersées autour de l'étoile. Donc c'est vraiment basé sur la théorie de la création des astres puis des systèmes. Donc l'idée, c'est qu'on fusionne, il y a l'eau, la roche, le métal puis le gaz. Puis c'est avec ces matériaux-là, on les déplace sur l'orbite pour les fusionner aux planètes. Puis ensuite, on peut jouer des cartes pour faire des points. Ça prend-tu un genre de doctorat en astrophysique ou... Non, c'est ça. On est pas dans High Frontier. Ouais, c'est ça, High Frontier! On est vraiment comme dans le geek profond, là, pour être un scientifique pour jouer, là? Non, l'idée, c'est vraiment rendre ça simple. Donc, c'est le but premier. C'est vraiment simple comme jeu. Ça prend à peu près une demi-heure, 45 minutes à jouer. Puis, c'est pas trop long à expliquer. L'idée, c'est qu'on fait un déplacement à notre tour. Donc, on déplace une matière, on joue une carte si on peut, et si on peut pas, on passe notre tour. Donc le tour est vraiment rapide. L'idée, c'est qu'à la fin du jeu, on a des cartes finales qui fait évoluer les planètes. Donc c'est là qu'on peut faire des points bonus à la fin pour essayer. Donc l'idée, c'est qu'il faut penser tout au cours du jeu à réussir à faire nos objectifs. Si on veut la faire désertique, il faut en sorte que la planète soit proche du soleil pour qu'elle soit chaude. Si on la veut froide, il faut l'envoyer en arrière. Donc il faut planifier notre coup tranquillement pour être au cours du jeu. Puis à la fin, on peut bang, faire plein de points. Donc ça ressemble à ça.
Ça a l'air vraiment cool. En fait, toi, Jeff, t'as déjà joué, je pense. Oui, hein? absolument, Ouais, absolument. c'est ça, Oui. J'ai vu les premières versions à l'époque où c'était un 1 contre tous. Alors, il y avait le mal et les autres joueurs. Bon, il y a beaucoup de... T'étais là, dans les premiers tests. Là, ben oui, absolument. Faudrait que JF, hein, c'est une référence dans le monde du proto à Montréal, au Québec. Il a testé probablement tous les protos dans leur première version. Oui, c'est ça, exactement. Mais je voulais parler du développement avec Game Salute. Oui. Parce que dans le fond, Game Salute, c'est une compagnie américaine. Oui. Ils sont basés... Exactement dans le coin de New York, là, il me semble, dans ces coins-là. Puis, ben, déjà, tu sais, c'est le fun de voir que des Québécois réussissent à se faire éditer à l'extérieur, parce que quand on parle de jeux de stratégie au Québec, c'est quand même assez difficile. Il n'y a pas beaucoup de compagnies là, qui se mouillent un peu là, vers ce genre de jeu-là. Et tu sais, c'est pas un jeu de stratégie de 3 heures. Là, ton jeu, en plus, c'est un 45 minutes, 30-45 minutes. Donc, mais je voulais savoir, c'était quoi comment vous avez communiqué ensemble? Parce que j'imagine que tu n'es pas allé à New York à toutes les semaines, ils sont pas venus nécessairement beaucoup à Montréal. Donc comment ça s'est passé, ce développement à distance? Puis comment vous avez réussi à faire des tests là, ensemble? C'est vraiment assez spécial, ça. C'est vraiment... la compagnie est américaine, donc comme tu dis, sauf que le développeur de jeu, il habite en Australie. Ah ouais! En Australie! Ouais, c'est ça. Fait que, disons qu'il y a un léger décalage horaire. Ouais, c'est encore plus loin, c'est ça. Encore plus loin. Encore plus loin, tu sais, fait que là, je prenais l'avion pour aller là. Non. non, mais... Quand t'es un designer de jeu, il n'y a rien de trop beau. Hein, c'est ça. Non, mais on avait un outil pour jouer en ligne. Donc, un outil virtuel, c'était Tabletopia. Oui, OK, ouais. Donc, eux, ils ont une licence là-bas. Fait que l'idée, c'est que... je faisais les graphiques pour adapter au jeu, puis le développeur de jeu l'implémentait dans l'outil, puis on s'était des horaires. Donc, des rendez-vous à distance. Des rendez-vous à distance. Chaque 2 semaines, on faisait nos tests en ligne. On testait le jeu des fois à 2, des fois à 3. On invitait quelqu'un à jouer. Ça dépendait du niveau qu'on était rendu. On avait-tu besoin de jouer à 2? Des fois, c'était juste voir... Tester des petites mécaniques. J'essaie de voir si ça fonctionne pour vrai. Si on avait besoin de quelqu'un qui brise le jeu, on demandait quelqu'un, un nouvel horizon. Donc, l'idée, ça s'était fait vraiment beaucoup à distance. C'est vraiment spécial parce que lui, on s'était à peu près vers 8-9 heures. Mais le problème, c'est que à 8-9 heures, moi, c'est ma fin de la journée. Ça t'a fait jusqu'à 10, lui, il venait de se lever, il faisait son café. Fait que lui, il était en forme, rendu à 10, là, il était chaud, là, mais moi, à 10, il était rendu presque minuit du soir. Je commençais. Il travaille le lendemain et tout, là. C'était vraiment spécial, sauf que, tu sais, on réussissait à se donner une horaire stable, là, puis c'était vraiment cool. Des fois, on se communiquait par courriel des petites idées. Donc, des fois, on rebondissait, l'idée était pas bonne. Ah oui, j'ai cette idée-là, on pourrait faire ça. Fait que on fait vraiment une communication par courriel. Dès qu'on était prête, là, on se donnait un rendez-vous sur Tabletopia, exactement pour tester en ligne. Une nouvelle implémentation. Pour savoir si tout est correct. C'est cool, ça. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est peut-être un nouveau système de test ou... C'est vraiment le fun. En passant, mais justement, le jeu qui a gagné le prix du jury cette année, c'est... oui, cette année, oui. Royal Assassin. Oui, absolument. Bon, mais c'est un jeu que j'ai testé beaucoup avec. OK. Sur Tabletopia. Non, sur Tabletop Simulator. Ouais, OK, mais il y a un peu le même genre de choses. Oui, il y a un peu le même genre de choses. Un autre outil en ligne. Puis on testait notre jeu, on testait son jeu en ligne, puis on testait mon jeu aussi, le jeu. Je ne savais pas qu'il était en contact. Oui, fait qu'on s'est communiqué beaucoup, puis on a fait des tests en ligne aussi. Okay. Qu'est-ce que ça permet surtout, c'est de lier les personnes qui habitent un peu plus loin, puis qu'on a des affinités avec eux, puis qu'ils ont des bonnes aptitudes à développer le jeu. Puis une bonne chimie de travail, mettons. Oui, là. Puis ça évite le déplacement, puis les rendez-vous, puis on se déplace, puis à fin de compte, on perd le moment de ce déplacement, puis après ça, on trouve ça long, il faut revenir à la maison, c'est un peu long, fait que ça se trouve beaucoup de temps, je trouve. Le côté carton, impression, d'équipage, on sait que c'est ça un prototype, hein, combien de versions tu vas faire ton jeu avant qu'il soit final, tu vas avoir passé un arbre au complet. Là, puis Planétarium, chaque jeton, les jetons, il y en a 60, quelque chose, fait que, tu sais, 60 jetons, s'il y a de quoi qui se passe, ben si le test n'est pas bon, on arrête puis on regarde la fenêtre, tu sais, donc
j'ai pas reseté tout le kit, c'est vraiment long, fait que ça aide. C'est pas parfait par contre, c'est pas parfait, l'expérience n'est pas parfaite, ça aide plus aux mécaniques du jeu, parce que disons que si on a un jeu de négociation, Ouais, là, la manipulation n'est pas parfaite, donc c'est toujours mieux de tester pour vrai, sauf que pour faire un prototype et l'avancer au niveau qu'on veut l'amener, ça aide vraiment. C'est pas pour les premières versions, mais quand on est rendu plus dans peut-être le tweakage, le balancing, puis tu sais, quand t'es plus en train de faire des grosses modifications, puis que ton projet est assez enligné, là. Mais ça peut se faire. Moi, je l'aime beaucoup aussi pour tester au début. OK. Parce que... tu fais vite tes pièces, j'imagine. Exactement, tu fais des pièces, pas besoin de découper, tu essaies de tester tout seul, puis tu sais si ça marche pas, ben t'as pas besoin de le présenter à quelqu'un d'autre, tu sais que ça marche pas, tu sais. Fait que tu les fais, tu les testes tout seul. Je peux les tester tout seul, un peu, puis après ça, OK, oui, j'aime ça, là, je peux l'envoyer à l'impression, puis travailler dessus pour vrai, tu sais. Parce que qu'est-ce que moi je trouve de ces outils-là, c'est que comme tu dis, c'est pas un jeu de table comme on les connaît puis comme les gamers aiment jouer. Hein, t'as pas tes cartes dans ta main, t'as pas tes dés que tu roules. C'est vrai que la manipulation, des fois, les tokens, il faut que tu les retournes de bord. Tu piges dans un sac, c'est pas la même sensation. Pour moi, j'ai jamais vraiment cru à ces systèmes-là, mais quand j'ai appris qu'il y avait des gens qui l'utilisaient pour le prototypage, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Tu sais, là, tu vas aller sur Reddit, tu vas parler que tu as un jeu, tu vas avoir 25 personnes qui vont vouloir le tester, tu vas organiser des rendez-vous avec du monde, vous allez le tester en ligne. Tu peux être beaucoup plus efficace, j'imagine, au niveau des tests, puis en faire plus facilement. Ça peut rejoindre, comme dit, ça peut rejoindre du monde éloigné, puis une bonne masse de monde qu'à côté de chez toi, t'es pas capable d'avoir. Ouais, parce que des fois, tu veux pas, même à la limite, il habite à Québec, mais tu as une bonne chimie de travail avec lui. C'est presque impossible. Vous allez vous rencontrer une fois par année pour tester. Ben, si tu peux le faire chaque semaine sur Internet, c'est magnifique. Puis, on se motive, on montre qu'est-ce qu'on a fait. Donc là, est-ce que pour la nouvelle extension de Planétarium, vous avez fait le même processus? Ça n'a même pas été annoncé! C'est quoi ça, là? Il sort des choses. Stéphane, y a-tu des projets qui s'en viennent pour Planétarium? Des exclusivités que tu pourrais nous partager? Y a-tu quelque chose, là? Ouais, ben là, pour l'instant, on est en train de finaliser l'extension. Donc, on est vraiment en train de tweaker la machine, là, vraiment. Là, donc, l'extension, quand tu dis finalisée, c'est qu'elle est travaillée, là. Oui, donc la mécanique de base est toute là. Tout est bien fait, tout est bien... L'idée, c'est de faire du fine-tuning, là, du petit testage, avec du petit balancing, voir s'il y a des cracks quelque part, si tout fonctionne bien, si tout est slick. Donc, c'est rendu là. Ça avance vraiment bien. C'est quoi les nouveaux features? Qu'est-ce que ça rajoute? C'est encore top secret, ça? Non, pour l'instant, on voudrait juste garder un petit peu... Le nom de l'extension, le nom du projet? C'est en temps. Ils n'ont pas choisi encore. Ça fait 3-4 fois qu'ils essaient de Si c'était juste de toi, mettons? Ben, il y a un petit aspect... un petit aspect de Genesis, là, un petit aspect qu'on commence un petit peu avant. OK, donc, OK. On commence un petit peu à former les planètes, un petit peu avant qu'ils soient formés pour l'instant. Puis, cool. donc, il y a une petite mécanique aussi de faire des points qui sont différents. Dans le jeu, puis vraiment, là, je suis vraiment content. Là, ça, c'est quelque chose qui devrait arriver sur Kickstarter, j'imagine. Oui, exactement. Ouais. Ben, la compagnie Game Salute fait... C'est ça, hein, mais ça, là, tu parlais il y a eu un Kickstarter, mais au bout du compte, c'était fait éditer par un éditeur, donc j'imagine que la campagne de Kickstarter, c'est... Dans le fond, c'est pas toi qui l'as fait concrètement, c'est vraiment, ça a été chapeauté là, par la compagnie d'édition. Oui, c'est ça. Ça a été chapeauté par la compagnie d'édition. Mais tu sais, j'ai participé à la promotion. On a travaillé ensemble. Tous les pour jours faire... à checker, là. Ça marche, ça va marcher. Puis aussi, share. Refresh. Mais tu as les stretch goals qu'il faut penser aussi. Ben Il faut le faire ensemble. C'est quoi qu'on fait. Puis on s'est fait un peu prendre par la... Comme toutes les mondes! Des nouvelles mécaniques dans les stretch goals. Mais on avait une bonne liste, puis on s'est rendu compte qu'on s'est rendu à la fin. Elle était pas assez grosse, votre liste. Mais ça a été comme ça prenant là, fait que... Des planètes 3D printées de 8 mètres de haut. Ah oui, 8 mètres, ça s'en vient, Ouais, ça c'est l'édition de luxe, là. Ouais, c'est ça. Okay. 150$. Non, mais... 150$, je vais en prendre 3, moi. Des planètes de 8 mètres. Mais, ouais, c'est ça, donc, exactement comme tu disais, ça a été chapeauté par Game Salute. Okay. Puis, donc, tu sais, j'ai vraiment appris aussi là-dedans. Ça a été super agréable de rentrer dans cet univers-là, puis de voir backstage, là. Ben oui, exact.
Écoute, l'entrevue avance vite. Ça va vite, hein, là. C'est ça, on exactement. est, C'est sûr qu'on va te réinviter parce que là, tu pars un autre projet. Le nouveau projet s'appelle Picto Édition. Donc là, tu te lances officiellement compagnie d'édition avec Julien Havy, qui est un auteur local, qui, la même année que toi, a gagné le prix du public au Plateau d'Or. Donc, pour son jeu Pizzo. Pizzo, exactement. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. OK, cool. Puis, vas-y. Puis, c'est ça que je voulais dire. Parle-nous juste un petit peu de la rencontre. Ouais. Moi, j'aime ça, les rencontres. Genre des gens qui ont... C'était un an avant que nous, on y aille pour la première fois. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, 2015... Mais au Plateau d'Or, c'est vraiment le fun d'aller là-bas, tu rencontrer des gens qui testent ton jeu, tu sais, puis c'est vraiment le fun les de gens voir... sont là aussi pour ça, oui, puis ils sont motivés, puis c'est vraiment le fun de rencontrer des gens puis avoir du feedback. Puis là, mais j'ai vu son jeu, on n'a pas eu la chance de se parler tant que ça parce qu'on avait nos jeux oui, tu veux tester, nos tables. Ouais. Mais là, tu sais, on a vu, puis on s'est vu, puis on s'est dit, OK, il a fait un bon jeu, c'est pas pire, il a gagné. Puis par la suite, on s'est rencontrés dans des cafés, savoir... tester nos jeux, qu'est-ce que tu as apporté, tout ça, on frère de test, comme on dit. Oui, frère de test, mais c'était vraiment le fun parce que ces jeux sont vraiment slick, sont vraiment... Julien, il se concentre aussi beaucoup sur les jeux à deux. Oui, il en fait beaucoup, puis ils sont simples, efficaces. Ils sont simples et efficaces, c'est vraiment clean. Fait que c'est vraiment le fun, puis on s'échangeait des tests, c'est vraiment le fun. Puis là, après ça, il voulait faire quelque chose avec moi pour créer un jeu ensemble. Okay. Puis là, moi, j'ai proposé plus. J'ai trouvé que son jeu qu'il avait, c'était vraiment bon. Je voulais qu'on l'améliore ensemble pour travailler dessus. Tu voulais comme de rejoindre le projet pratiquement. Oui, vraiment. Là. Fait que j'ai dit, écoute, je vais te proposer, j'aimerais ça qu'on travaille là-dessus. Puis après ça, de fil en aiguille, je dis, écoute, on ferait une compagnie d'édition, ça serait vraiment le fun. On a cherché un nom. Puis j'ai contribué au développement de son jeu. Puis ça a vraiment été vite, là. Ça a été une chimie incroyable. Là, quand vous êtes rencontrés, ça a cliqué direct. Puis, Et comme de fait, Julien avait un jeu à deux. Et là, c'est pas le jeu qui a gagné là, en fait, au Plateau d'Or, c'est un autre jeu, un autre de ces jeux à deux, Archipirata. Et que ce qui t'a amené, je pense, c'est le 4 joueurs. Hein, oui, c'est ça, mais en fait, il voulait un jeu... Julien, là, des fois, vers le 4 joueurs. Moi, je voulais vraiment un jeu qui était un peu plus large, qu'on pourrait jouer à plusieurs. Parce que deux, j'aime ça, mais je voulais qu'il y ait plus de monde qui joue autour d'une table. Donc, j'ai suggéré le jeu à 3. Il était vraiment sceptique. Fait que quand j'y ai montré, il dit « Hey, ça marche! » Fait que là, il a trouvé des idées pour ça. Puis là, j'ai dit « On va faire à 4. » Puis là, il était pas sûr. Puis on s'est assis à 4. Puis là, la première game qu'il a joué, il a fait « OK, c'est fait. » Puis là, j'ai dit « Écoute, je veux un mode solo. » Puis là, hey, wow! Là, j'ai dit « Attends une minute. » Mais ça a été un peu plus long. Fait que là, j'ai vraiment travaillé. J'ai pensé, j'ai mis de côté. Puis là, une couple de mois, hey, attends une minute. Puis là, j'ai trouvé l'idée. Puis là, on l'a fait ça. Fait que là, pour l'instant, il est de 1 à 4 joueurs. Fait qu'on a réussi à le faire de 1 à 4 joueurs. Fait que là, la compagnie Picto, dans le fond, est comme basée, elle a commencé autour de ce projet-là d'une certaine façon. Oui, vraiment. Mais c'est que l'idée, j'ai trouvé en Julien quelqu'un qui est vraiment très, très travaillant. Puis, moi aussi, je travaille de mon côté. Fait qu'on est capable d'avancer un projet en travaillant chacun de notre côté puis en se parlant une fois de temps en temps. Donc, le projet avance vraiment vite. On était surpris de la vitesse que le projet a pu faire. Évoluer. Et pas évoluer. Fait que là, où est-ce qu'il est rendu, on le fait tourner un peu partout, puis on a vraiment des bons commentaires. Ouais, c'est ça, vous êtes très présent là, dans tous les festivals, les activités. Mais je pense que c'est important parce que quand on teste un jeu, on teste pas juste pour nous, on teste pour les gens qui vont le jouer. Donc on fait des feedbacks de deux, on les ajuste après, puis dans les événements comme ça, on peut rencontrer plus de monde pour faire plus de tests, des gens qui sont... Souvent toucher des gens qui sont pas nécessairement des designers de jeux parce que des fois tu veux aller chercher peut-être un peu le plus grand public pour voir comment ton jeu réagit. Une règle qui peut paraître vraiment simple pour des designers de jeux, tu vas arriver pour l'expliquer à du monde plus grand public puis ça passera pas. Là, c'est arrivé, juste une petite couleur, là, il y avait une petite couleur noire sur le plateau que les gens, quand ils jouaient, il y avait un jeton noir puis un pion noir sur la table. Puis les gens, ils liaient les deux. Mais en fait, il n'y avait pas de liaison. C'est juste une question de couleur, sauf que non, ça fonctionne pas avec les tests. On l'a mis bleu puis on l'a mis pas les noirs. Fait juste des petites choses qui font toute la différence, qui font en sorte que si on ne le teste pas, on s'en rend pas compte. Puis là, le jeu sort. Puis non. Ouais, c'est ça, exactement. Vraiment, là, on essaie de faire vraiment pointilleux sur... Mais les tests, c'est tellement
vital pour... Le test est vraiment vital pour un jeu de société, j'ai Parce l'impression. qu'après ça, c'est pas un jeu vidéo, là, je peux pas faire un update. Un là, update après- version 2.3? Non, c'est passé. là. C'est ça, Le tu sais. prochain pas- print, il y en a Non, un non, autre, tu sais, mais c'est- t'essaies de le faire le maximum pour qu'il soit le, tu sais, Ouais. le plus que tu es capable. Puis c'est ça qu'on essaie de faire, là, vraiment. Là. On met notre 110, 120%. Alright, ben écoute, c'est clair qu'on va avoir l'occasion de te réinviter là, justement pour la sortie. On parle d'un Merci Kickstarter là, pour quand? Pour septembre. Pour septembre, ouais, pour septembre. Là. Si tout va bien, c'est vraiment septembre. Puis on est vraiment sur les petits fine-tuning. Ok. Fait que, les Là, fine-tuning de... J'imagine qu'à deux aussi, vous vous concentrez vraiment beaucoup sur ce projet-là, mais Ouais. j'imagine que là, c'est pas juste un jeu que vous faites, c'est une compagnie d'édition. Donc, Ouais. est-ce que pour le futur, vous allez continuer à peut-être éditer des jeux de Julien ou de toi, ou vous allez aussi rechercher des jeux de peut-être d'autres auteurs à l'extérieur, ou ça va être quoi un peu votre enlignement peut-être pour le futur? là? Ben, pour l'instant, nous, on aimerait... au Québec, il y a des bons concepteurs. Il y en a de plus en plus des gens qui travaillent sur ça. Fait qu'on aimerait en premier regarder toutes les gens qui font des concepts de jeux qui iraient avec Picto Édition en premier. C'est ça qui est l'objectif. Picto Édition, on veut une compagnie qui fait des jeux simples, mais qui a une bonne stratégie. Là. Ouais, ok. On pense avec la tête, puis on réfléchit fort. C'est pas compliqué à jouer, sauf que Il y a une profondeur. il y a une profondeur dans le jeu. Tu sais, mettons que tu t'assis comme Archipirata, là, ça a l'air super simple, t'écoutes, mais quand tu commences à jouer, c'est comme wow, je réfléchis, là, mon cerveau, Il chauffe, là, puis il fait travailler. wouh! Là. Tu sais, Ok, fait que ouais. c'est ça qu'on veut, simple mais efficace. Donc Oh, c'est ouais. ça qu'on cherche. Puis pour l'instant, on focus sur Archipirata, puis on y va une chose à la fois. Moi, j'imagine que vous voulez pas trop vous emballer non plus. tu sais, Tranquillement, C'est quand pas même vite, une compagnie d'édition, il y en a pas tant au Québec. On sait que une chose à Kickstarter, la c'est fois. aussi beaucoup de travail, Ouais, beaucoup d'entretien un peu, de préparation. Donc une tout ça, brique là. après l'autre, puis advienne que pourra, on travaille le maximum pour ce qui arrive. Puis on Très verra cool. le futur comment ça va. En tout cas, à l'avance, un gros bonne chance parce que Merci beaucoup. nous, on est des Merci. fans de tout ce qui est de l'univers du jeu québécois. Comme a dit JF, dans le fond, ça serait vraiment cool que vous reveniez, ben toi en particulier, mais avec Julien aussi. Julien, Qu'on qui est puisse- d'ailleurs aussi un fidèle auditeur. Oui, puis qui nous a donné des bons pour lui. conseils. Ouais, exactement. Donc, c'est vraiment cool de voir En ça. tout cas, mais vous êtes vraiment bon, j'aime vraiment ça, puis on se reparle. Ben oui, absolument. Stéphane, merci beaucoup. J'espère que tu vas profiter un peu du mondial des jeux l'Auto-Québec. Yeah, ça, il fait beau, Il fait beau, il y a plein de monde, il y a plein de tentes, il y a plein d'affaires, il y a plein d'activités. Vraiment un bel événement. Merci beaucoup de t'être déplacé et même, on s'excuse quand même que tu t'as déplacé 30 minutes trop tôt. Tu vois que quand on est ici, ça va plus vite que quand on est de l'autre bord à attendre et à un peu à rien hey, ça faire. va vite, c'est là. Ouais, ça passe. Je comprends, là. Quand tu veux qu'on bat, tu sais, on est comme, ben, tu sais, on a, en fait, tu sais, là, on est au point où, en fait, j'ai posé 0 question. En réalité, Jeff en a posé une pour moi. J'aimerais quand même peut-être terminer avec une question. Ça, je parle trop, ouais, j'ai compris. Non, ben non, tu parles parfaitement comme il faut, intéressant, constant, c'est exactement ça qu'on veut. Là, nous, on est là, puis quand tu vas revenir, tu vas avoir une vraie intro, là, parce que c'est un épisode bonus d'été, mais on prépare des vraies intros, là, tu sais, on veut faire 20 minutes par intro maintenant. Donc, Vous êtes capable, Jean Chouron. mais là, on y va avec la question un peu, tu sais, la question, pas la question finale, peut-être JF aura des questions après, je sais pas. Ok, donc la question finale, on est là pour ça, on veut pas trop dépasser le temps. On sait que tu nous as dit que tu avais plusieurs événements mondains par la suite. Je pense que t'as un gros événement ce soir, c'est ça? Ok, en fait, la dernière question. Si tu pouvais être un humain insecte, Ah oui. puis avoir les Oh, super yeah. pouvoirs d'un insecte, ça serait lequel? Wouh! Attends une minute, je vais aller chercher ma bière. Je vais revenir. Un pouvoir d'insecte. Mais tu sais, comme t'étais un genre de super humain avec un pouvoir d'insecte, tu sais, Ok, on en d'accord. connaît déjà plusieurs, c'est pas obligé d'être le même type de pouvoir, tu sais, mais ça serait lequel, tu sais? Ben, les fourmis lèvent vraiment beaucoup leur poids. Donc Ouais, on c'est- y va, let's c'est go. fort, hein, Ouais, les c'est fourmis. fort, fait que let's go. Là. Un Les super fourmis, homme, magnifique. Est-ce que tu voudrais avoir, genre, tu pourrais contrôler les fourmis, les fourmis vraies, fourmis par la pensée en Ouais, plus? ouais, ça c'est comme- un pouvoir Par les extraordinaire. phéromones, Par les là. phéromones, t'as Ouais, genre, ouais. t'as créé une moto en fait en fourmi, tu sais, ou genre un pont fait en fourmi, ou tu sais, des affaires de même, tu sais. Ah, c'est ça, ouais, excellent. Ça faire un corps super de plein de fourmis, c'est pas excellent. Ouais, un genre de méca, demi-homme,
dominer le monde en fourmis parce qu'il y a plus de fourmis que de personnes sur la planète, donc domination. Un exosquelette de fourmis, tout ça, ben moi j'y crois à 100%, en fait, je vais être derrière toi, j'y crois. Donc on est là au Mondial du jeu, ça dure jusqu'au 29 juillet. On a eu en entrevue un designer de jeux québécois, un auteur québécois qui est édité aux États-Unis en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant de voir cette dynamique-là. On a pu voir un peu comment il travaillait à distance puis tout ça, super cool. Stéphane, merci encore d'avoir été là et on a bien hâte de te revoir à notre micro. À la prochaine! Continuez à jouer! Continuez à jouer! Comédien explorer, où il y avait une statue et 2 camps. C'est à toi de l'explorer. Alors là, c'est vraiment cool. On est à côté de la scène avec Etugame et on est face à Sébastien Savard. On confond souvent. Un doctorant dans le monde du jeu, en fait une vedette montante du monde du jeu. Et avec qui il était? Avec le ludologue. On ne joue pas avec le ludologue. Leludologue.ca. Donc, ludologue qui n'a même pas de diplôme, lui, il s'est dit let's go, moi je me auto-proclame. Oui, ça n'a pas d'allure. Hein. Et là, Sébastien, tu viens de faire le Meat Grinder. Là. Exact. Est-ce que tu t'es fait éclater? Ben, j'étais le 3e seulement. Fait que je pense que son Meat Grinder, il faudrait qu'il tune un peu parce que ça tue pas assez. OK, il tue pas assez. Pas assez de ça, là, c'est ça. Mais là, ça s'en vient. Là. Parce que là, toi, t'es un spécialiste du jeu de rôle et spécialement de Donjons et Dragons. Oui, c'est pas mal Comment ça. Comment t'as trouvé l'expérience, Express un peu? C'était assez cool parce que moi, j'ai suivi beaucoup les Etugame. Je suis allé pratiquement à tous leurs trucs. Fait que c'est la première fois que j'avais l'occasion d'être sur place et de jouer avec eux. Je connaissais les références, je connaissais son univers. Fait que tous les petites cracks. Là. Même mon personnage, là, il fitait dans son histoire. C'est ton propre personnage? Ben là, j'en venais prendre un pre-gen, j'ai barré des trucs. Puis j'ai dit, il vient d'Argot. Puis il venait à Walking parce que c'est tous des référents que lui avait donnés. Genre. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Ah ben vraiment cool. En fait, j'espère qu'on aura la chance de te revoir à notre micro prochainement. Je sais que tu es une sommité maintenant dans le monde du jeu. Sébastien Savard, un nom à retenir. Il y a encore beaucoup d'échelons à grimper, mais je l'ai fait. Oui, on sait en plus que tu es considéré comme un fantasme chez les femmes bretonnes. Oui, c'est vrai. En règle générale, c'est pas mal c'est là que je pogne le plus. C'est ça, exactement. Donc on a eu plusieurs échos de ça, donc je te conseille de continuer dans cette voie-là. C'est parfait. Ouais, mais là, je vais conquérir le reste, là, mais je commence par la Bretonie. La Bretonie. Non, je me mélange avec Warhammer, hein, c'est la Bretagne. Bretagne. Ben, merci beaucoup, Sébastien. On espère avoir la chance de te reparler prochainement. C'est très plaisant de vous croiser. Merci. Bon, alors on continue l'exploration du mondial des jeux Loto-Québec. En fait, là, je suis rendu vraiment un peu plus loin et JF est parti faire des commissions. Donc, je me retrouve seul et je me retrouve dans la zone de la récréation, café culturel et ludique. Donc alors, ils ont une belle zone, encore une fois, dans un endroit super calme, super beau. C'est sur l'herbe, c'est dans le gazon. On a des jeux géants, en fait. On a un méga Connect 4, on a un méga Quarto, on a ici un méga... vous savez, le jeu là où on met les tiges dans une espèce de tube de plastique, puis il y a des boules au sommet, puis on va tirer sur les tiges pour essayer de faire tomber le moins de boules possible. Alors, on a ça. On a vraiment beaucoup de choses ici qui se passent. Ça a l'air d'être vraiment intéressant pour tout le monde. Et on a justement quelqu'un ici de la récréation devant nous. Salut. Donc, bonjour, balado ludique au micro. On a affaire ici à... Étienne. Étienne, donc toi tu représentes la récréation, café culturel et ludique. C'est ça, je suis bénévole ici pour ce soir. Magnifique. Et là, de ce que je comprends, c'est que c'est principalement des jeux géants. C'est des jeux géants, la plupart accessibles et en accès libre. Magnifique. Donc c'est ça, ça a l'air des jeux assez simples, donc super le fun. Ça a l'air d'être un peu pour tout le monde, toute la famille. Tous les âges, tous les niveaux, il n'y a besoin de rien savoir pour venir. Ben c'est magnifique, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de t'interpeller comme ça. Merci beaucoup, bonne journée. Donc c'est ça, on vient de rencontrer quelqu'un qui nous dit c'est vraiment pour tout le monde ici. Il y a des jeux de tout type. On voit même des gens qui jouent au Molki. En fait, est-ce qu'on assiste à la finale nationale de Molki? Peut-être. Oui, bonjour monsieur. C'est le grand champion, champion du monde. C'est la finale On nationale. est à la finale nationale. D'après moi, c'est mondial. Mondial du Molki. Oh, alors... Elle a le 15, moi j'ai 13. Monsieur... J'ai 1. Puis lui? 4.
4. OK, c'est votre première partie, c'est ça? Oui. Ben, ce soir, oui, mais on... Oh, vous êtes des experts. Hey, 25, Avril gagnante. OK. J'aimerais ça avoir ton chandail. Oui, chandail de Paris Hilton. Alors, tout le monde est fan de Paris Hilton ici? Ben, c'est sûr. Lui, il aime. C'est sûr. Ouais, moi aussi, je l'adore. C'est une de mes idoles. Donc, vous, c'est la première fois que vous venez au Mondial ou... Oui, ben, on n'a pas été invités. C'est parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Ah ouais, s'ils avaient su, hein... Ça va se savoir, puis d'après moi, on va être invités l'année prochaine. On va vous parler à Lucille un petit mot. C'est elle la championne. T'es prête, la championne, vas-y. You win. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite un bon mondial du jeu. Vous pourrez entendre cette entrevue-là sur les ondes de Balado Ludique. Alors, c'est un podcast entièrement dédié au jeu. Je vous souhaite un très bon mondial du jeu. Et est-ce que vous appréciez votre expérience jusqu'à maintenant? Oui, on a toujours aimé ça. Pas tout, moi j'ai perdu. J'ai le jeu, le Molki, maintenant à la maison. Et c'est ici que je l'ai découvert. Ah ouais, ici, l'année dernière? Non, ou... il y a 2 ans. OK, donc vous êtes des habitués du mondial puis tout ça? Oui, check bien, on va en surprendre, nous autres, on va voir le jeu. Je le lance par-dessus. 4! Merci beaucoup. Alors là, on vient de rencontrer, je crois que c'était les champions du monde du Molki. Effectivement, c'était eux. Et on arrive maintenant avec JF. Salut JF! Salut Simon, ça va? Ben oui, puis comment tu trouves ton expérience au mondial jusqu'à maintenant? Ben c'est bien, c'est le fun. C'est vraiment comme on disait là, à l'introduction, tu sais, t'as vraiment cette espèce d'effet de petit village. J'aime vraiment ça, le fait que ce soit regroupé, là, tout au même spot, parce que l'année passée, c'était le fun, mais c'était vraiment, tu sais, c'est une rue, puis tu sais, t'avais moins on dirait cette espèce d'effet là, de village comme ça, donc vraiment cool, là, jusqu'à maintenant. Non, effectivement, bien dit. En fait, moi, j'ai comme l'impression que je suis jamais venu sur l'esplanade jusqu'ici. Tu sais, en fait, l'esplanade, pour moi, c'est les marches. C'est les marches, ouais, c'est ça, tu vas pas c'est les marches, puis comme je savais pas qu'il y avait tout ça, puis c'est super beau, c'est super bien organisé, puis il y a comme plein de... Tu sais, tu découvres des choses. Comme là, justement, pendant que tu étais parti faire des petits achats, moi, je me suis promené, puis j'ai découvert la zone de la récré. Puis c'est comme sur le gazon, c'est super paisible. C'est ça, le ludologue, en fait. Dans la zone Luma, mais... Ouais, dans la zone Luma, exactement. Donc, c'est comme un double spin. Mais je pense que la récré est partenaire du Valet de Cœur pour le mondial du jeu. OK, parfait. Puis ils ont aussi une petite zone là, de jeux, je pense que c'est des jeux externes un peu, hein, c'est ça? Des jeux géants, en fait, des gros jeux géants et simples. Là, on passe à côté de arcade. Oui, exactement. Là, on a devant nous une dizaine d'arcades en libre service, j'imagine. Hein? Ça doit être bien ça. Et c'est ça, super cool là, d'avoir ce mix aussi de jeux vidéo, de jeux de société un peu un à côté de l'autre. Ouais, ben, le mondial des jeux, on l'avait dit, hein, c'est pas juste des jeux de société. Pourtant, j'ai l'impression que le jeu de société est très présent. Plus que qu'est-ce que j'aurais imaginé. En fait, il y a beaucoup de jeux vidéo, mais le jeu de société est énormément présent. Oui, absolument. Ben écoute, c'est sûr qu'on voit le côté des jeux de société plus qui sont adaptés pour dehors. Hein, on s'entend, les jeux rapides, très simples. On parle pas des jeux de stratégie de 3 heures, là. On est dans vraiment plus des petits jeux de plateau, des petits jeux peut-être familiaux, assez rapides, de rapidité, tout ça, mais dont quelques jeux d'extérieur. Ouais, en fait, je pense que j'ai rencontré les champions du monde de Molki. OK, parfait. C'est possible. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas. Je sais pas. On regardera ça. Donc ça, c'était arcade. Donc une belle zone extérieure avec plein d'arcades dans une tente. C'est super cool. Bon, là, il y a un kiosque Ben & Jerry. Mais on arrive à côté de la tente e-sport. La tente e-sport, c'est quoi ça, la tente e-sport? Je vois du League of Legends qui se donne, du NHL 2018... plein d'affaires différentes. C'est environ une dizaine de télé, donc des jeux PC, des jeux de console aussi. On a un jeu de hockey, on a un classique Nintendo aussi. Ouais, un Nintendo, un NES avec Duck Hunt. Oh yeah, le fameux gun. Oui, intéressant. Et là, je vois, est-ce qu'il y a un méga line-up devant cette tente e-sport? Pour en essayer, en effet. Et là, on a devant nous, je crois que son nom, c'est Maëlie. Je ne suis pas certain, mais c'est l'une des organisatrices du mondial du jeu. J'aimerais bien aller lui parler, poser quelques questions, mais là, on voit qu'il y a un line-up de malades devant ça. On va regarder un peu. Elle est en train de présenter des iPads. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe exactement. Il y a l'air d'avoir une genre d'énigme en cours. Allô? Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi ça? Exactement, c'est la chasse au trésor. On a un grand panneau sandwich là-bas qui nous indique très bien les instructions. On cherche 6 indices qui, à la fin, nous
permettre de gagner des prix. OK, les indices sont là sur les tablettes, c'est ça? Ouais, on est cachés. Vous m'avez jamais vu. Oh! Et ça, c'est jusqu'à la fin du festival? Jusqu'à la fin, du début à la fin des prix, du début à la fin. Magnifique. Ben, bonne chance, monsieur. Vous êtes en bonne posture? Hein? Vous êtes en bonne posture? Magnifique. Bonne journée. Merci. OK, donc ben c'est ça, il y a un genre d'escape room qui se passe caché de tous. Exact, ben oui, c'est ce qu'il faut, hein, c'est fait pour ça. On a quelques boutiques qui sont présentes aussi. Bon, évidemment, plein de stands de boissons. Le colonel Moutarde, d'ailleurs, on s'est pris un petit drink. Ouais, félicitations, des bons petits drinks, hein? Y est-tu trop tard pour en prendre un autre? Ben non. Mesdames, Messieurs, ceci conclut notre dernier épisode bonus de la saison 2. On vous remercie encore une fois énormément pour votre écoute, votre encouragement et on espère que vous serez là en grand nombre pour la saison 3 qui devrait commencer fin de l'été, début septembre. La date n'est pas encore officiellement là, mais on devrait prendre 6 semaines de pause. Donc d'ici là, profitez bien de l'été, jouez à des jeux, amusez-vous avec vos amis et on se retrouve pour la saison 3 remplie de surprises et d'excitation. Pour ce qui est du Mondial des Jeux Loto-Québec, alors c'est encore d'actualité jusqu'au 29 juillet. Alors il vous reste quelques jours maintenant pour aller visiter ça. Donc 29 juillet 2018. Si vous écoutez ça dans le futur, peut-être que ça va être dépassé. Mais bon, si vous avez encore le temps, allez-y, allez faire un tour. C'est super le fun, il y a plein d'activités gratuites. Vous allez vous amuser. Salut tout le monde et comme dirait si bien JF, continuez à jouer. Balado Ludique remercie son diffuseur jeux.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.